Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être nombreux, c'est le cas, donc on va le dire, bien sûr, pour ce deuxième rendez-vous de l'Université populaire du voyage. Le premier, bon nombre d'entre vous, je pense, était déjà là fin novembre, début décembre, avec la rencontre avec Reza, le photojournaliste. Eh bien, je peux déjà annoncer que le 11 avril, nous aurons le troisième rendez-vous de l'Université populaire du voyage avec comme invité Olivier Weber. Juste redire deux mots sur le sens de cette Université populaire du voyage. Eh bien, figurez-vous que la réponse, c'est vous qui la donnez. Être curieux, essayer de comprendre ce qui se passe, d'une certaine manière, avoir faim du monde, faim de comprendre, réfléchir par soi-même, échanger avec d'autres. Finalement, votre présence justifie pleinement l'université. C'est une manière aussi de dire non aux idées toutes faites, aux caricatures, aux rumeurs et parfois même aux manipulations qui encombrent nos pensées aujourd'hui. Et l'université, eh bien, pour réfléchir avec vous, elle donne la parole à ceux qui voyagent à des titres divers. Comme j'ai peur de l'oublier, je veux remercier très rapidement la ville d'Albertville, qui à nouveau met à disposition ses équipes et cette salle, et sans laquelle eh bien, cette université aurait bien du mal à vivre. Je vais remercier aussi Martial, Franck et Guillaume, qui sont toujours présents à la technique. Et puis, un petit coucou à l'école du cirque, qui juste à côté termine sa séance, et à qui on a gentiment demandé, alors je ne sais pas s'ils font du mime, mais que l'école du cirque soit la moins bruyante possible, et vraiment, je voulais les remercier parce que c'est un effort qu'ils font pour nous. Et puis bonsoir à tous les résidents de la villa Marco Polo qui sont là, qui arrivent 14, qui arrivent, dont la plupart des jeunes femmes d'ailleurs, qui arrivent de la France entière, mais aussi de la Suisse et de la Belgique, et qui pendant 3 jours à Albertville vont travailler et ont commencé à travailler d'arrache-pied sur leur projet. Marco Polo et Ibn Battuta, ces deux grands voyageurs d'il y a longtemps. J'ai mis 14e siècle, j'espère que je ne me trompe pas. Et avec eux ce soir, nous allons faire tourner la map monde vers l'est et le sud-est. Du côté de ce qu'on appelle là ou les routes de la soie, qui ont depuis longtemps fait circuler les hommes, les marchandises, mais aussi les idées, bref, des routes sur lesquelles se sont échangées et ont dialogué pendant longtemps l'Orient et l'Occident. Oui, mais aujourd'hui, si Marco Polo et Ibn Battuta revenaient parmi nous, que retrouveraient-ils de l'Occident et surtout de l'Orient qu'ils ont connu, eux qui ont été soit voyageurs, Marco Polo, soit pèlerins, Ibn Battuta, mais aussi, comme l'était, semble-t-il, Marco Polo, émissaire, pratiquement, c'était, j'ai cru comprendre, c'est une forme de James Bond du XIVe siècle. Notre invité ce soir est docteur en sciences sociales, économiste, grand voyageur, spécialiste des pays émergents, l'Inde, la Chine et maintenant l'Afrique. Il est enseignant. Il conseille des administrations centrales, des gouvernements, de grandes entreprises privées, et il est auteur du livre remarqué au printemps dernier qui s'appelle Chine d'Afrique, qui sera à la signature juste après cette soirée. Et puis nous débattrons tout à l'heure, après une intervention de 45 minutes de sa part, nous débattrons avec lui, mais aussi avec vous, et plus déjà d'ailleurs que la première fois. Mais nous inviterons quand même trois voyageurs de la villa à nous rejoindre pour amorcer le débat. Mais on va vous laisser vraiment du temps et de la réflexion pour discuter et débattre avec Jean-Joseph Boileau. Je vous demande d'accueillir Jean-Joseph Boileau.
toujours impressionnant, vous m'excuserez, mais on a le droit d'avoir le trac, quel que soit son âge. Ses qualités, c'est long voyage. Très content de me retrouver dans cette salle après quelques mois, puisque j'avais eu la chance de venir pour ce festival du Grand Bivouac. Et surtout, me retrouver ici en plein hiver. J'eus préféré un peu plus de neige, puisque je vais repartir lundi pour l'Inde, où il fait déjà assez chaud dans le sud. Mais voir que, malgré ce froid de l'hiver, qui dans la région parisienne semble quand même déteindre assez fortement sur la tête de nos concitoyens là-bas, outre les cochonneries qu'on leur raconte quand même bien souvent quand ils se lèvent le matin, de voir qu'ici il y a une chaleur, une curiosité, et j'ai quand même le sentiment que c'est bien ce rapport que vous avez au voyage qui fait que le matin, quand on se lève, on n'a pas trop d'état d'âme et qu'on ne voit pas la grisaille, puisqu'hier il faisait gris ici. Les gens qui m'ont un peu lu savent que j'aime beaucoup les proverbes, les maximes, etc. Parce que, au fur et à mesure que peut-être on vieillit, on se rappelle qu'il y a des gens qui, bien avant nous, ont dit en quelques mots des choses qui sont si vraies, si profondes, si immuables. Et je voulais commencer par un proverbe amérindien qui est tout bête, mais qui est d'une sagesse vraiment fantastique, parce que tout est dans l'œil de celui qui voit. On ne pense pas à cela suffisamment. Et on en reparlait à l'école cet après-midi avec Éric Rousseau qui avait réuni ses équipes et des gamins. Comment je vois le monde? Ben, c'est pas nous qui le regardons. Comment vous voyez la Chine? Comment vous voyez l'Afrique? Il y a des gens qui le voient pour vous, il y a des gens qui interprètent. Est-ce qu'on se pose toujours un peu la question, est-ce qu'on se pose la question de ce médium? Je ne suis pas dans la théorie de la caverne de Platon où sage Platon disait qu'il n'y a pas de monde indépendamment justement de la façon dont j'interprète du fond de ma caverne ce que je vois. Là, je parle bien de la société moderne, où nous avons des médiums, des médias qui décryptent pour nous les choses. Tout est dans l'œil de celui qui voit. Ce soir, je vais vous ennuyer parce que vous allez voir au travers de mon œil. Bon. Et puis, il y en a un deuxième aussi que j'aime beaucoup. Alors là, il est africain, et on n'est pas loin, comme vous le savez, de l'Afrique, qui est quand l'aveugle touche le mur, il croit qu'il a atteint le bout du monde. On a un peu quand même l'impression, quand, comme moi, on revient régulièrement ici en France, d'une sorte de vision du monde, de pessimisme sur le monde, qui détonne tellement de ce qu'on a. Là, j'ai passé un mois en Chine, donné des cours à des jeunes Chinois dans leurs universités qui se passionnent pour le monde. Vous avez une énergie qui se dégage de ces universités, de ces campus universitaires. Je vais donc retourner là en Inde. Je sais que je vais pas m'ennuyer, que je vais avoir tous les matins des gens qui me regardent, qui ont le sourire, qui et qui pourtant ont des situations économiques pas faciles, bien évidemment. Ils n'ont pas le centième de ce que n'importe quel smicard a pour remplir son caddie le week-end, en moyenne. Eh bien, on est très aveugle, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'Occident, mais pas l'Occident, c'est une vision très, très étrange. Une partie de l'Occident, et la France fait partie de ça, ces élites en tout cas, sont devenues aveugles. Le monde s'est arrêté. Le monde s'arrête. La Chine va se casser la gueule. L'Inde ne va jamais s'en sortir. Là, alors les pays émergents qu'on mettait un peu à toutes les sauces il y a quelque temps, maintenant c'est vendez. Bon, mais je ne vous parle pas de l'Afrique. Hein. C'est très inquiétant ça. Parce que le monde pousse, tout simplement. Et qu'on le veuille ou non, ce nouveau monde, pour le meilleur ou pour le pire, il est là. Il avance, il se développe. L'Afrique aura 2 milliards d'êtres humains. Attendez. On y est prêt? On y est préparé? On regarde véritablement cette perspective de façon ouverte, lucide? Non, bien sûr que non. Alors,
La lecture de ce soir, ça sera plutôt quelque chose de non pas d'éloquent, mais d'optimiste, je l'espère, d'offensif, et qui, là encore un proverbe qui est très beau, qui est afghan. Une bonne transition avec le troisième invité de votre université, puisqu'il a passé un peu sa vie quand même à décrypter ce monde afghan. Qui a 2 éléphants doit avoir de grandes portes. Vous savez, quand vous allez dans le monde, pas indien, dans ce monde de l'Asie centrale, ce qui surprend toujours quand vous visitez ces grandes forteresses, je pense qu'un certain nombre d'entre vous les ont visitées, on est assez frappé d'une chose, c'est ces énormes portes pour rentrer avec ces chemins en pierre qui montent jusqu'au château qui lui est protégé en hauteur. J'y peux rien. Ils avaient des éléphants. Et donc, ils ont construit des portes à la hauteur de ces éléphants. Eh bien, ce qui me frappe, c'est que je crois qu'en France, on n'a pas les portes qui sont à la hauteur, à la grandeur de ces éléphants, qui sont la Chine, l'Inde, alors au sens large du terme. Hein. C'est pas le drapeau qui m'intéresse, le drapeau chinois. Quand je parle de la Chine, c'est le monde chinois. Le monde chinois, c'est à la fois la Chinatown du 13e arrondissement de Paris, que la diaspora chinoise qui est à Singapour, que nos amis chinois qui sont en Indonésie, etc. Deuxièmement, le monde indien, au sens large du terme. J'espère qu'il n'y a pas trop d'Indiens dans la salle, mais c'est y compris les Tamouls, et notamment les Tamouls du Sri Lanka. Quand je parle du monde indien, c'est bien évidemment aussi l'ennemi héréditaire de l'Inde, le Pakistan, c'est le Bangladesh. Hein, c'est un monde, ce monde, qui s'est construit autour d'un certain nombre de représentations. Vous savez, il n'y a pas besoin d'être un grand anthropologue pour définir ces mondes. Il suffit d'aller au restaurant, de manger, d'aimer manger, et puis vous avez compris. Là, je suis en Chine, là, je suis dans le monde indien, et puis le troisième, c'est le monde africain. Ce sont des mondes passionnants, riches, qui montent. Et je vous dis, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, il faut qu'on fasse avec. Et le mieux serait donc que ça soit pour le meilleur. Et pour cela, il faut se cultiver. Et Gandhi avait une très belle phrase. « Vis comme si tu devais mourir aujourd'hui. Mais apprends comme si tu devais vivre toujours. » La culture. C'est un rapport extraordinaire, vous voyez, au temps. Le temps présent, ça c'est le monde indien, vous savez, les dieux qui ont des bras un peu dans tous les sens. Un rapport au temps présent. Tous les matins, quand vous vous levez, vous devriez vous dire cela. Je peux mourir aujourd'hui, donc je vais faire en sorte que ma journée soit une finalité et porte sa finalité en elle-même. Et en même temps, comme je ne sais pas ce que la chance, le hasard décidera, je peux vivre éternellement. Et donc, apprends comme si tu devais vivre toujours. Alors, on va essayer de faire un peu cela, et comme hélas, je suis un peu professoral des fois, je vous prie de m'excuser. D'abord, il y a la montre qui est ici. Moi aussi, j'ai une montre Samsung qui marche vachement bien, qui va gueuler pour me dire de m'arrêter. Et surtout, j'espère vous emporter avec moi dans un voyage qui, de façon impressionnante, va partir plusieurs siècles avant notre ère, 50 000 ans avant Jésus-Christ, et nous amener au XXIe siècle. C'est très modeste, vous m'excuserez, mais j'adore les arbres. Et la particularité des arbres, c'est qu'ils ont des racines. Et vous avez vu comme moi les grandes tempêtes qui se sont abattues ces derniers temps, notamment sur la France. Les arbres qui sont tombés sont des arbres qui n'avaient pas de racines. Cette France aujourd'hui a oublié que ses racines, c'est certainement pas 1789, la Révolution française. Ça ne peut pas être des racines, ça. C'est bien antérieur. Et donc je vais commencer par un truc qui va vous surprendre, qui est cette carte du monde, basée sur une recherche de nos amis américains du génome humain. Tout bêtement, on fait des recherches actuellement et on regarde quels sont... d'où vient le génome de nos amis chinois du Sud, etc. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les Français ont inventé une stupide chose. Il n'y a pas de race, avec un pluriel, je veux dire par là. Il n'y a qu'une race, la race humaine. Parce que nous sommes tous, comme ça, on n'a pas choisi, héritiers
d'un même ancêtre, globalement, d'après ce que j'ai compris, enfin d'après ce qu'ils disent en tout cas. Au point que vous retrouvez entre mes chromosomes, enfin pas mes chromosomes d'ailleurs, mon code génétique et celui de mon gendre qui est indien, nous avons 98% de commun. Alors les Chinois, ils sont jaunes, et puis ils n'ont pas de nez, puis ils ont des yeux tirés. D'où ça vient ça? D'abord, c'est pas vrai que tous les Chinois sont jaunes. Je veux vous dire que quand vous êtes dans le nord, du côté de Pékin, ils sont bien blancs. Puis c'est pas vrai que tous les Chinois ont le nez écrasé. Il y a des Chinois qui ont un nez plutôt long, peut-être pas autant que le mien, mais pas loin. Et puis les Chinois, ils sont tous petits. Ben non, vous avez des grands Chinois, des petits. Pourquoi je reviens à cela? Ben parce que ce chemin-là, bien avant la route de la soie, c'est le chemin que l'humanité a fait depuis que la sélection naturelle a plutôt sélectionné un homme, là, une race qui est née plutôt vers l'Éthiopie. Nous sommes tous les héritiers de cette branche qui a survécu. C'est tout bête de le dire, mais dans une période comme celle d'aujourd'hui, rappeler cette chose élémentaire me paraît pas complètement idiot. Et quand je suis à Shanghai, ou quand je suis à Chongqing, ou quand je suis en Angola, je me sens, mais c'est dans la tête donc ça se situe, aussi bien que quand je suis à Albertville. Je ne vois pas, vous voyez, je suis chez moi. Donc c'est là-dedans qu'il y a un problème. On a créé des petites cases dans lesquelles on a enfermé des individus. Et ça pose problème parce que c'est une lecture du monde qui est complètement fausse. La notion de race au pluriel inventée par les Français au XIXe siècle s'est appuyée sur des pseudo-travaux historiques qui prétendaient qu'il y avait des races. Ben non, il n'y en a pas. Il y en a une seule. Donc quand on dit raciste, ça n'a pas de sens. Pour la prochaine fois que quelqu'un vous traite de « Ah, t'es raciste, toi », vous lui expliquerez. Il n'y a qu'une race, la race humaine. Deuxièmement, je vais très vite. Je saute au IIe siècle avant Jésus-Christ, donc ça nous amène au cœur de notre sujet de ce soir, qui est la route de la soie, comment elle a évolué au travers de l'histoire. Mais je reviens quand même sur la première. Vous aurez tous retenu ça. La route de la soie, elle date de bien avant la fameuse Silk Road de nos amis chinois, qui évidemment ont, au IIe siècle avant Jésus-Christ, et ça a duré quand même quelques années, du 2e avant Jésus-Christ au XIIe siècle, donc vous voyez, 14 siècles. Donc vous prenez l'histoire de France, vous redescendez, 14 siècles, puis vous voyez, vous arrivez, c'est pas la préhistoire ici, mais enfin, on est très très loin en termes de niveau de développement. Et donc là, vous avez, alors moi je sais que je ne suis pas partisan du concept la route de la soie. Il y avait les routes de la soie. Et je les ai toutes faites, donc je peux vous dire que je vois bien qu'effectivement, ça a participé d'un même passé. Ce passé, c'était une période où, vous voyez, en Europe, il ne se passe quasiment rien. Non, il y a l'Empire romain, qui est fermé vis-à-vis des barbares. Et puis, nos amis chinois ont inventé une technique qui permettait de faire ce fameux tissu qu'on appelle la soie. Et ils en ont eu le monopole pendant de très nombreuses années. Simplement, il n'y avait pas que la soie, parce que quand on vend de la soie, on achète d'autres choses. Et donc, en réalité, c'était des routes commerciales. Simplement, les Chinois étaient comme aujourd'hui, dans l'industrie, en position quasiment dominante, et c'est en fonction de ce produit étalon qui était la soie qu'on a construit l'économie de ces routes commerciales du IIe au XIIe siècle. Et vous observerez que vous avez entre Shanghai, qui était donc Xi'an aujourd'hui, qui était la capitale de l'Empire chinois de l'époque, la route qui reste aujourd'hui magnifique à faire, faite là, parce qu'elle part de Xi'an jusqu'à Chengdu, et c'est extraordinaire cette route. Vous avez des restes historiques partout. Et puis ensuite, vous voyez, de Chengdu, vous alliez où? À Bénarès. Alors Bénarès, parce que c'est une carte française, ça s'appelle Kashi à l'époque. Et c'est la plus grande ville du monde, avant même les Chinois, Bénarès. Comprenez bien que... Puis, ils fabriquent de la soie Bénarès, parce que cette soie chinoise a été chère, donc la soie de Bénarès fait partie des grandes soies aujourd'hui.
Et de Bénarès, on allait soit vers Calcutta, soit on remontait, alors ça s'appelle Islamabad, Peshawar aujourd'hui, c'est-à-dire les fameuses passes qui permettaient de rentrer par l'Asie centrale. Et ce n'est qu'un peu plus tard, donc vous allez voir dans une autre tranche, que ces routes bleues, qui étaient les routes maritimes, se sont développées, autour en particulier, vous voyez ce trait bleu, des épices. Car, là encore, notre simplisme français conduit à penser que dans l'histoire, il n'y avait que la route de la soie. Et la route des épices, alors? Les épices, c'était beaucoup plus important, même économiquement, que la route de la soie, la route des épices. Et la route des épices était un peu plus au sud, et elle passait par le roi du, non pas du pétrole, mais du poivre, qui était le sud de l'Inde, et notamment la côte Malabar. Et c'est là que vous visitez des synagogues juives, des mosquées arabes qui, je dis bien arabes, voyez, parce que chaque fois que les gens entendent mosquée, pour eux, tout ça, ensemble, c'est pas la même chose quand même, hein, mosquée arabe. Et puis il y a eu quand même aussi un apôtre qui est allé là-bas, qui est allé en Inde, Thomas. Et puis qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il a converti des gens, donc il y a des chrétiens depuis. Il y a une trentaine d'églises dans le sud de l'Inde, bien avant que les Britanniques y soient arrivés. Donc il y a une longue histoire autour de ces routes de la soie, et on oublie la plus importante, c'est que derrière les routes commerciales, il y a toujours comment dire, des philosophes, des prêtres qui circulent. C'est l'échange culturel, en particulier. En échange de la soie chinoise, nos amis indiens vont exporter quelque chose qui va faire date quand même en Chine, c'est le bouddhisme. Ah oui, bouddhisme, moins 5e siècle avant Jésus-Christ, et puis jusqu'au 6e siècle, la religion dominante en Inde. Après, il y aura une sorte de fusion dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'hindouisme, qui est une sorte de mélange, de mix un peu de l'ensemble des croyances des indo-ariens et puis des orthodoxies jaines et bouddhistes. Mais le bouddhisme circule dans toute cette région. Et quand Alexandre va rentrer en Inde, ou va tenter de rentrer en Inde par justement cette route-là, Peshawar, eh bien il va aller visiter cela, c'est au nord d'Islamabad, créer un des grands centres culturels, scientifiques, on va dire, de l'époque, et donner naissance à un style tout à fait particulier en termes de sculpture. Mais la roue tourne. La roue tourne. Et vous voyez, ça bouge, hein, vous avez vu? C'est moderne maintenant. De 1206 à 1294, vous avez vu que ça ressemble un peu à la route de la soie quand même, hein. Cette fameuse route de la soie va être très très perturbée par celui qui va fonder le plus grand empire qui ait jamais existé. C'est pas celui de Napoléon, manque de chance, Gengis Khan. Alors vous savez, le Gengis Khan, quand vous ouvrez les livres scolaires, c'est un barbare, c'est un inculte, enfin, vous voyez, c'est impressionnant. Pas du tout, c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé, d'extrêmement fin, et qui reflète la faculté qu'ont ces peuples des steppes en particulier, au moment où le cheval va s'imposer comme la technologie militaire, l'instrument militaire de pointe par rapport aux éléphants très lourds, eh bien, ils sont capables de fonder cet empire. Et donc, la route de la soie, vous comprenez bien, tout d'un coup, est perturbée. Elle ne s'arrête pas complètement, mais elle connaît une rupture. Et vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est les 4 empires qui sont issus de la route de la soie. Après Gengis Khan, 4 grands empires vont se constituer, dont vous devez absolument connaître l'existence, parce que c'est évidemment connu de vous tous. L'empire moghol. On me demande toujours, quand j'écris des bouquins sur l'Inde, là, je mets moghol. Et on me dit, mais est-ce que c'est la même chose que les Mongols? Sous-entendu, vous savez bien, un Mongol, c'est à quelqu'un, il lui manque un chromosome. C'est bien ça, non? Hein, bon. Eh bien oui, c'est la même chose que les Mongols. Et il ne leur manque pas de chromosomes. Ils sont tout à fait normaux, et ils ont été impressionnants d'intelligence. Ils avaient notamment une sélection des élites dont la France pourrait peut-être s'inspirer en ce moment, qui était que on ne se transmettait pas le pouvoir de père en fils,
ou à l'intérieur de la même caste. C'était en permanence des coups d'État, notamment des janissaires, des eunuques, et c'était donc le plus intelligent qui l'emportait. C'est ça qui a permis à l'ensemble de ces empires, y compris donc les deux autres, l'empire perse, plutôt chiite, et enfin l'empire turc, n'en déplaise aux gens qui n'ont jamais voulu que la Turquie rentre dans l'Union européenne, et je suis de cela, mais grand respect pour les Turcs, bien sûr, car depuis maintenant plus de 20 siècles, ils ont quand même montré leur qualité extraordinaire à non seulement survivre, mais se développer. Donc vous voyez ces trois empires, et bien voilà, la route de la soie, tout d'un coup, va s'arrêter. On n'est plus dans l'ère chinoise, même dans l'ère indienne. Et vous voyez, Battuta et Marco Polo, 1269, ça n'échappera à personne par rapport à la carte que je viens de montrer, ce sont des voyageurs de la fin de la route de la soie, en réalité. La grande prospérité de la route de la soie, c'est avant. Mais simplement, voilà, on aime bien nous. Marco Polo, il a ramené des spaghettis. Alors, voilà, il a ramené des spaghettis, il a dit que là-bas c'était génial. Mais attendez, il n'a pas été voir des Chinois, Marco Polo. Il parle de qui? Il parle de qui, Marco Polo? Il parle justement de ces Mongols. Et puis, Ibn Battuta m'intéresse beaucoup parce que notre Italien vénitien qui part là-bas pour faire du commerce, il fait essentiellement, vous voyez en rouge, la route du Nord, par Tourfane, etc. C'est la route la moins peuplée. Hein, c'est vide. Si vous allez vous balader par là-bas, vous verrez, c'est impressionnant, c'est vide. Les Chinois aujourd'hui vivent tous sur les bords côtiers. À 80%, la population chinoise vit sur cette bande de territoire qui fait 15% du territoire. Et Battuta, lui, il part de Tanger et il s'intéresse au monde qui va prendre l'ascendant à l'époque, c'est le monde musulman. Et ce monde musulman, qu'il décrit avec à la fois grand respect pour ses richesses extraordinaires, pour sa faculté à sélectionner précisément les meilleurs gestionnaires, en même temps, il en déteste déjà la cruauté. Ce qu'on ne voit pas à l'époque, et que Ibn Battuta lui cite, alors que Marco Polo ne dit pas un mot là-dessus, et dans notre inconscient collectif, nous je vous dis, on aime tous manger des spaghettis maintenant, c'est bien connu. Ben, c'est que l'Afrique existe déjà, qu'elle a une histoire. Ce sont les trois grandes zones d'empire qui, aux alentours de 1200, donc 12e au 15e siècle, connaissent une situation florissante. Et on doit à Ibn Battuta de nous raconter comment, notamment l'empire du Mali, le Songhai, hein, l'empire du Songhai est tellement riche que quand il va à la Mecque, vous voyez, hein, par rapport à l'histoire qu'on tente de nous faire croire que ce seraient des méchants djihadistes qui envahiraient le monde noir, non, ils se sont convertis, ces grands empires africains se sont convertis à l'islam très très librement. Ah, ils n'ont pas choisi la chrétienté. Ah, ben, ça manque de chance. Hein. Parce que, bien évidemment, la religion musulmane est beaucoup plus proche de la religion, enfin du mode de vie, hein, avoir plusieurs femmes, etc. Attendez, comme moi, lu les évangiles quand même. Bon. Donc on est beaucoup plus proche dans ce monde oriental entre la religion musulmane et ce système africain. Donc quand il va à la Mecque, eh bien, on raconte qu'il provoque un krach financier. L'économiste trouve aussi une lecture intéressante des crises monétaires parce qu'il arrive en Égypte et là il a ses plusieurs tonnes d'or et tout d'un coup il y a un surplus considérable de métaux précieux, de sorte que le prix de l'or s'effondre et on lui voudra toujours à cet empereur du Mali, là, de l'empire du Songhai, d'avoir transporté ainsi autant d'or. Ce que je veux dire par là, c'est que l'Afrique, 12e, 15e siècle, est prospère. Elle est prospère, notamment au Ghana. Et elle est prospère pas seulement par ses ressources naturelles, ça c'est toujours cette idée que les Africains n'ont jamais été riches que par le don du ciel. Mais non, ils développent le sel. Il y a des caravanes commerciales qui, dans toute la partie du Sahara, l'homme bleu, c'était quoi? Ben, c'était des intermédiaires, précisément. Le même système qu'on avait en Asie centrale, eh bien, existait en Afrique. Est-ce qu'on a ça dans nos yeux? Là, c'est une carte bizarre. D'abord, elle était à l'envers. Je reconnais que je suis désolé, je vous gâchais un peu la soirée. Ah, il faut tourner la tête pour s'y retrouver. Ben non, pas de chance.
En Afrique, on regarde l'Afrique comme ça. C'est la carte de l'Afrique, dessinée par un Norvégien de façon extrêmement intelligente, qui s'est posé la question suivante. S'il n'y avait pas eu ces crises coloniales, et quand il dit colonial, c'est compris la façon dont le monde musulman a conquis l'Afrique, puisque c'est lui qui a développé très largement l'esclavage avant les Occidentaux. Donc si l'Afrique n'avait pas connu ces périodes prédatrices de l'histoire, voilà ce que serait aujourd'hui l'Afrique, un ensemble d'une soixantaine de pays. Et donc c'est basé sur quoi? C'est basé sur les homogénéités linguistiques en particulier. Donc il y a bien eu au niveau de l'Afrique une rupture vers le 15e, 16e siècle. Et c'est vrai que quand vous rencontrez un Africain, la lecture qu'il a de son avenir, c'est la lecture d'une sorte de retour, de renaissance par rapport à un passé prestigieux. L'art africain est impressionnant, bien sûr. C'est quand même étonnant. La capacité qu'on a dans les grandes salles d'enchères aujourd'hui de s'arracher à des prix incroyables le grand art africain, dont les 9/10 sont en fait des copies tellement il y en a peu, et d'un autre côté de dire que l'Afrique n'a pas eu d'histoire. Je dis ça parce que je ne pense pas que vous soyez au courant de l'émoi qu'a créé le discours du président Sarkozy en Afrique. Mais c'est quelque chose qu'on va payer, mais pendant des décennies. Des décennies. Bon, on l'a choisi. Et puis voilà, le monde musulman va devenir le centre du monde. Oui, ça ne nous plaît pas, il paraît. Il devient le centre du monde. En gros, 1453-1571, vous êtes tous au courant que lorsque le président je les aime bien les présidents, j'en parle pas du tout parce que je les aime pas, mais lorsque le président Hollande va à Istanbul, lui il est tellement cultivé qu'il sait quand est-ce que c'est devenu Istanbul, quand est-ce que c'était resté Constantinople, quand est-ce que c'est devenu Istanbul, cette ville. Plus haut. Quand est-ce que c'est devenu Istanbul? Allez-y, oui. Quand les Turcs prennent Constantinople. En quelle année ils prennent Constantinople? 1400? Tout le monde est d'accord? Ouais? Bon, 1453. Eh ben non. Ça va s'appeler Constantinople pendant longtemps. Quand est-ce que ça devient Istanbul véritablement? 1933. Oh là là! Vous voyez la représentation du monde que l'on a? Vous voyez la représentation du monde que l'on a? Et c'est plutôt un changement de nom à un moment intéressant pour la Turquie, puisque c'est la recherche d'un régime laïque. Donc au contraire progressiste. Donc le monde musulman, et vous le voyez, et je pense que pour ceux qui ont voyagé comme moi en Iran, sur les bords de la mer Noire, de la Caspienne, c'est impressionnant les restes, c'est les plus beaux restes de la planète quasiment, non? Vous êtes allés à Ispahan, je suppose, tous ici? Non. Qui est allé en Iran ici dans la salle? Alors, déjà, c'est pas mal. Je me trompe quand je dis que c'est parmi les plus beaux restes de la planète? Dites-moi si je me trompe. Vous avez le droit, hein? C'est les plus belles choses. J'adore Versailles, hein? Mais enfin, attendez, on ne joue pas dans le même cours, quand même. C'était d'une richesse, le monde iranien. Bon. Donc, ce monde, pourquoi j'en parle? Eh bien, parce que ce que vous avez ici, c'est la séquence dans laquelle nous vivons toujours aujourd'hui. C'est l'essor, puis le déclin, puis les déchirures. Les crises aujourd'hui du Proche-Orient et du Moyen-Orient sont le résultat de cet essor extraordinaire qui a marqué dans les têtes cette impression d'avoir été au centre de la planète, et puis la chute, comme pour les Chinois, il y a eu cet essor, puis ensuite la chute, qui crée quoi? Ça crée un ressentiment. On le connaît bien, chez nous, chez les hommes, parce que chez les femmes, je ne sais pas très bien, mais chez les hommes, c'est la carrière professionnelle, non? On arrive, 20, 25 ans, tout feu, tout flamme, on monte, puis après, ça dépend, mais il y a une courbe. À partir de 40, 45 ans,
puis après ça baisse, ça baisse. Hein, on le vit mal, cette période-là. Une période qui peut être une période de déclassement. Puis vous avez beaucoup de gens qui ont les dents longues, qui ne respectent pas du tout cela. Non, ce sont des périodes de crispation. Le monde musulman vit cela. Et pourquoi c'est important? Parce que on ne comprend pas que le monde occidental, son histoire commence en réalité là. Je sais qu'il y a l'Empire romain, il ne faut pas le mettre de côté, l'Empire grec, mais sur le plan de l'histoire du monde moderne, elle commence là, notre histoire. Comme nos amis musulmans, qu'ils soient chiites, ismaélites, sunnites, sont le centre du monde et le centre des sciences et des arts. L'Occident qui sort d'un Moyen-Âge terrible, n'est-ce pas? Terrible Moyen-Âge, grande peste, etc., se lance à la conquête du nouveau monde. Et le nouveau monde pour eux, bah c'est ça, quoi. C'est l'Amérique. Et l'Europe vit sur ce rêve qui a commencé au XVe siècle et qui effectivement a eu comme conséquence que, à partir de cette conquête de l'Amérique, l'Europe est revenue sur la carte du monde au centre et a colonisé le reste du monde. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. L'Europe s'est arrêtée, en tout cas il y a un certain nombre de gens en Europe qui se sont arrêtés. L'aveugle touche le mur, il croit qu'il a atteint le bout du monde. Il y a des gens qui considèrent que ça y est, hein, l'Europe restera à jamais, hein, la civilisation dominante, la zone la plus prospère. Cet après-midi on discutait du modèle politique, démocratique, liberté, égalité, fraternité, c'est une valeur universelle. Mais ça tourne, la roue. Et on est dans la phase, effectivement, postcoloniale. Et dans cette phase postcoloniale, eh bien, vous avez tout bêtement ce que j'appelle la Renaissance. Vu d'Inde, vu d'Afrique, vu de Chine, ces pays ne sont pas en développement. Comprenez bien qu'ils étaient déjà développés, ils se percevaient en tout cas comme étant développés. Et ils ont été beaucoup plus riches que l'Occident pendant une longue période. Et donc pour eux, eh bien, c'est une renaissance. Et c'est une renaissance qui se fait contre l'Occident. Parce que l'Occident les a enfermés dans un rôle subalterne. Vous connaissez, non? Quand on parle des Chinois, vous n'allez pas me dire que vous avez spontanément une ersatz de respect pour ces gens-là, non? Quand on parle des Indiens. Non? Ah, des gens, oui, on aime bien Gandhi, d'accord. Mais sinon, ils sont pauvres, tout ça. Alors, je ne vous parle pas de l'Africain. C'est pas grave, on ne va pas dire, mais à coup de pas, j'ai fait des bêtises. Mais comprenez bien qu'on vit dans un monde, pour l'instant, qui, effectivement, ne vit pas sur la même longueur d'onde. Vous avez trois grands mondes. Alors, bon, je suis économiste, donc je vais vous ennuyer avec deux, trois petites choses, vous m'excuserez. Là, ici, vous avez... ça va un peu vite avec ces appareils. Voilà. Et donc c'est ici pour le rouge. Ah, génial. Ici, vous avez la répartition de la population mondiale. Alors j'aime bien ce graphique parce que vous avez les couleurs. Le bleu, l'Afrique, l'Inde et la Chine. Et ça commence à l'an 1 de notre ère. Et simplement ce que ça montre, c'est que ces pays ont plutôt, vous voyez, toujours représenté les 2/3 de la population mondiale. Donc, voilà, pendant 20 siècles. Donc quand vous êtes en Chine et que vous leur dites « Ah, votre population, ça augmente beaucoup, vite, et c'est pour ça que vous avez de l'importance », ils ne comprennent pas très bien. Ils ont toujours été, l'Inde et la Chine en particulier, l'Afrique un peu moins, hein, au centre du monde. Je n'ai pas l'outrecuidance de mettre la France. Vous comprenez que ce n'est pas une question d'outrecuidance, c'est mon ordinateur ne veut pas la mettre, on ne la voit pas. Ben oui, c'est comme ça, voilà. Et alors, pour eux, leur lecture qu'ils ont, le deuxième tableau, c'est la répartition de la richesse mondiale. Donc, vous voyez, le PIB, tout le monde un jour a été dans un cours d'économie, on leur a expliqué produit intérieur brut. On regarde le gâteau mondial et on regarde comment il se répartit depuis l'an 1 de notre ère. C'est pas idiot, hein? Regardez, ça c'est la Chine, ça c'est l'Inde et ça c'est l'Afrique. Ils ont jusque 1820, ça va, 1820, c'est pas trop vieux hein, quand même. C'est 1820, 1920, 2020, c'est à peine 2 boileaux. Eh oui,
Non, mais nous, on pense que 1820, c'est très vieux. Mais c'est incroyable, cette absence de perspective historique. C'est 2-3 générations, 1820. J'aurais presque pu connaître mon arrière-grand-père qui était de cette période-là. Donc jusqu'en 1820, le phénomène majeur du monde, c'est que vous avez 3 grands géants économiques qui le sont parce qu'ils sont aussi géants démographiques. Et quand vous allez en Inde et que vous visitez, je sais pas, je vais aller à Bijapur. Ça vous dit quelque chose, Bijapur? Tout le monde a visité Bijapur, non? Comment vous n'avez pas visité Bijapur? Non? Vous voyez, Bijapur, c'est, vous voyez ces minarets avec des coupoles, hein? Ben, c'est la plus grande coupole du monde. Mais elle fait 3 fois celle de Rome. Pape n'est pas jaloux, hein, mais elle fait 3 fois celle de Rome. Ça veut dire que sur le plan technologique, on maîtrisait bien quand même. Bijapur, ça a été construit à cette période-là. Et vous avez donc ici la distribution du PIB mondial. Et puis, ben, vous avez l'effondrement. Ça vous va? Là, vous voyez, pour ceux qui sont... vous êtes tous des montagnards. 20 minutes, il reste. C'est bon, hein? Non, mais il faut le dire aux autres. Moi, je suis transparent. Vous êtes dans des zones de montagne. Comment vous appelez ça, vous? Géosynclinal? C'est bien ça, non? Vous avez des professeurs de géographie qui peuvent nous aider dans la salle? Ah, c'est un géosynclinal, hein? C'est-à-dire, il y a eu un choc. Hein, c'est bien ça, il y a eu un choc sismique. Ben, c'est un choc sismique. Comprenez que ces pays-là, ces zones, ces empires, parce que l'Inde n'était pas un pays, qui étaient, en termes de revenus par habitant, au moins aussi riches, voire plus, en moyenne que l'Europe, se trouvent tout à coup, plongés dans le sous-développement. Sous-développement, on est toujours le sous-développé de quelqu'un. Hein. Donc c'est un sous-développement relatif. Et manque de chance quand même. 1820, c'est la période où effectivement l'Europe qui a conquis le Nouveau Monde, qui a rapporté du Nouveau Monde les métaux précieux, donc le capital qui va être à l'origine de la révolution industrielle, il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que les Espagnols qui ramènent l'argent, les Portugais, etc., eh ben, les Anglais leur piquent, hein, c'est comme ça que ça se passe, vous savez, le commerce. Et eux, ils investissent. Et donc le moment où l'Europe décolle, c'est le moment où elle intègre ce capital qui est pillé, parce que c'est pillé, hein, de l'Amérique, des Amériques, pour le réinvestir dans la révolution industrielle et prendre possession du monde. C'est sur le plan technologique que s'est jouée, évidemment, la conquête de la Chine, de l'Inde, et je ne parle pas de l'Afrique, vous avez tous saisi comme moi que ce qui s'est passé en 1885, qu'est-ce qui s'est passé en 1885 ? C'est pas une date importante, hein. Non, c'est pas mon grand-père qui est né, non, je promets. Mais il y a eu une petite chose importante à l'échelle de la planète. Hein? Le traité de Berlin. Ah, oui, enfin, c'était pas un traité, le congrès de Berlin, le partage de l'Afrique. Je veux dire, les Africains, c'est incroyable. Là, c'est toutes les mains se seraient levées. Ils connaissent tous par cœur. Ben, évidemment, les conséquences pour l'Afrique vont aller au-delà du XXIe siècle. Parce que les frontières héritées de cette période ne correspondent pas, justement, vous vous rappelez la carte de l'Afrique que j'ai montrée tout à l'heure. Donc il faudra bien que l'Afrique assume, mais elle a hérité de cette situation où les frontières coloniales ont mis l'Afrique dans une cage qui est celle de devoir retrouver le sentiment de vivre ensemble, donc de partager des choses ensemble. Vous voyez, le problème de la Centrafrique, ben, c'est pas parce qu'ils sont méchants, oui, il y a des enjeux économiques, mais c'est parce que d'abord on a mis des peuples, voilà, des peuples dans une même cage et qu'on se bagarre pour le pouvoir, pour la richesse économique. Ça, c'est la perspective géographique. Ben, le monde qui est en train de se dessiner, c'est celui-là. Donc vous retrouvez la perspective où ça vous rend malade parce qu'il faut tourner la tête en bas. Le problème, c'est que si vous êtes un martien, vous êtes d'accord avec moi que avoir un pôle nord ou un pôle sud, ça n'a aucun sens. D'autre part, ce que je disais aux jeunes de la villa, c'est qu'on a ici des surfaces qui sont proportionnelles véritablement, alors que la plupart des cartes que l'on a, du fait que c'est une planisphère, paf, on met à plat, et donc il y a une distorsion dans les réelles superficies. Si bien que le rapport entre la France et l'Afrique, là que vous avez, hein, est inversement proportionnel au rapport que les médias vous présentent de l'Afrique et de la France. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va, comme dit comme ça? C'est pas que la France est un petit ou un grand pays.
Mais elle se pense, c'est ça le problème, elle se pense un acteur actuel du monde contemporain. Or, je ne peux pas vous mentir, je passe ma vie à voyager auprès de tous ces gens-là, de tous ces peuples. Mais ce n'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas, bien évidemment. Et cette carte va un peu dans ce sens-là. Oui. Bon, les États-Unis, les Français l'ont écrasé, le déclin américain. On n'a jamais vu autant de livres qui portent ce titre, n'est-ce pas? Pour les gens comme moi qui ont une soixantaine d'années, tous les ans, il y a un livre qui sort sur le déclin américain. Ben oui, manque de chance, ça bouge pas. Toujours autant de Nobel de ces imbéciles. C'est l'économie qui redémarre plus vite. C'est les premiers à avoir élu un noir. Non mais vous vous rendez compte quand même? Qu'est-ce qui se passe dans ce triangle que j'appelle Chine d'Afrique? Pourquoi je l'appelle comme ça? Ça m'est venu à Dubaï. Parce que quand vous êtes à Dubaï, vous voyez où c'est Dubaï? Eh bien, vous êtes ici avec des gens qui viennent du monde chinois. C'est par là que transite une grosse partie des marchandises du Made in China. Puis c'est tout bête, mais le Made in China, vous voyez, il n'y a pas une boutique où vous ne trouvez plus du Made in China aujourd'hui. Peut-être pas chez le coiffeur et encore. Vous trouvez quoi? Vous trouvez tous les informaticiens du monde indien. L'industrie mondiale de l'informatique, alors c'est pas très important l'informatique, hein, mais enfin, l'industrie mondiale de l'informatique est en Inde. Et comme nos amis qui ont du pétrole n'avaient pas suffisamment de ressources humaines, eh bien ils ont importé, parce qu'il manquait de ressources humaines, les Pakistanais, les Indiens, les Bangladeshis, etc. Et c'est eux qui font vivre l'ensemble de ces Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, etc. Ça fait beaucoup quand même, puisque c'est le premier producteur mondial d'hydrocarbures, cette région-là. Et puis, ce qu'on a découvert, ce que j'ai découvert, c'est que justement l'Inde et la Chine n'étaient pas seulement des puissances qui montaient, mais de plus en plus, ils travaillaient avec l'Afrique. Et ils étaient même à ce point présents en Afrique que la Chine est le premier partenaire économique de l'Afrique. Pendant que la France a vu baisser de moitié ses parts de marché commerciales, l'Afrique est passée de 1% des échanges commerciaux de l'Afrique à 20% aujourd'hui. Alors vous ne vous rendez pas compte parce que c'est des chiffres, 1%, 20%, ils nous emmerdent avec ces pourcents. Vous prenez votre salaire, ça va, vous prenez votre retraite, peu importe, non, votre salaire. Et puis, si je dis qu'il est égal à 1000, si c'est 20%, ça fait 20 000. Donc vous voyez, si vous êtes à peu près dans le même confort de vie, si vous avez, selon que vous avez 1000 euros ou 20 000 euros, c'est l'écart qu'il y a aujourd'hui dans le poids économique de la France, qui pourtant, dans cette zone, est extrêmement importante, bien sûr, et la Chine. Et puis ce que j'ai découvert, c'est que l'Inde, c'est le troisième partenaire économique de l'Afrique. Et pour des raisons stupides, bizarres, c'est qu'au moment de la fin de l'esclavage, de l'abolition de l'esclavage, on a manqué de main-d'œuvre. Et en particulier, on a été la chercher en Inde et en Chine, parce que ces populations étaient rentrées dans le déclin. Vous vous rappelez ces courbes 1820, la chute. Et la situation était dramatique en Chine et en Inde, parce que les industries ou les activités économiques avaient été complètement réorientées vers une sorte de pillage colonial. Et donc, vous avez des dizaines, des centaines de milliers d'Indiens, de Chinois, mais surtout là pour l'Afrique, des Indiens, notamment Kenya, Afrique du Sud, à La Réunion. À La Réunion, vous avez des temples de Ganesh. Vous avez un tiers quand même de la population de La Réunion, je ne sais pas si c'est français, mais en tout cas, un tiers. Un quart sont des Chinois quand même. Est-ce que vous pensez qu'on intègre cet élément-là? Donc l'Inde est extrêmement active aussi en Afrique. Puis la raison pour laquelle ces deux grands géants sont en Afrique, c'est pas difficile. Vous voyez, je sais rattraper mon temps. Voilà, on va rester. Parce que la bataille sur l'Afrique se joue sur les business models. Ils rigolent parce que ce matin, je leur en ai parlé. C'est-à-dire, c'est pas la technologie qui, sur la Chine, sur l'Inde ou sur l'Afrique, est l'élément clé de la bagarre économique.
C'est la capacité de mettre sur le marché des produits ou des services qui sont cohérents avec les ressources de la population. Vous comprenez bien que lorsque je suis en Afrique, si j'ai un téléphone mobile, surtout les Samsung, il faut que je les recharge toutes les 5 minutes, et qu'il n'y a pas d'électricité dans les 4/5e du continent africain, ben même si j'ai de l'argent pour m'acheter un téléphone mobile, je ne l'achète pas. Et donc l'ingéniosité africaine a consisté, c'est pas ingénieux leur système, on remonte par là je crois, voilà, excusez-moi. L'ingéniosité, vous connaîtrez déjà la fin, allez. L'ingéniosité africaine, ben, c'est un Africain qui a inventé ça. Il a inventé une batterie, ils n'ont pas d'argent peut-être pour s'acheter des vélos. Bon, alors ils marchent à pied, pour s'acheter des voitures. Ils marchent à pied, des vélos, il y en a beaucoup. Et donc, ben, ils ont trouvé un système où je recharge le téléphone avec tout simplement un vélo. Est-ce qu'il faut être un grand scientifique, monsieur le maire, pour penser à ça? Non, il faut avoir un sens pratique. Celui des Français de la révolution industrielle. On nous bassine avec cette idée que c'est la science qui a été à l'origine de la révolution industrielle. Non, il y a eu bien sûr des percées scientifiques, mais il y a surtout des entrepreneurs. Regardez l'histoire des Louis Renault, ce sont des gens qui ont bricolé les grandes découvertes dans le téléphone, etc. C'est pareil, c'était des entrepreneurs qui étaient ingénieux. Et donc en Afrique, voilà, on a ici un bon exemple de Chine d'Afrique. Le téléphone, il est fait en Chine. Il n'y a qu'en Chine qu'on peut aujourd'hui sortir des téléphones à 5 euros. Là, vous voyez, il vaut 5 euros celui-là. Parce qu'il y a la production de masse. La Chine a inventé, il y a 20 siècles, la production de masse. Ils faisaient déjà les porcelaines pour le monde entier. Dans des usines où vous aviez 50 000 ouvriers. Enfin, des usines, des ateliers, hein, mais 50 000 ouvriers. Donc la division du travail permet de produire à des prix très bas sur le plan unitaire. Et puis le software, c'est un software indien. Pourquoi le software indien? Ben parce que vous savez, il y a un truc tout bête dans les familles africaines, c'est que comme on n'a pas un téléphone par personne, en tout cas on n'a pas commencé par un téléphone par personne, on a un téléphone pour la famille. Et donc il faut avoir la possibilité d'avoir plusieurs cartes SIM. Parce qu'il y en a une pour l'oncle, l'autre pour la tante, on a le même téléphone, mais chacun a son compte. Et il fallait y penser quand même. Mais les Indiens ont développé ce type de logiciel. Ou bien des logiciels M-Pesa, ça s'appelle. La banque. L'Afrique va probablement, vous voyez, vous verrez jamais en Afrique, je pense à l'avenir, mais même en Inde on ne le voit pas, autant d'agences là que comme ici à Albertville, quoi. Hein, la première industrie commerciale, ça doit être les banques, je pense. Avant même les premiers, c'est quoi? C'est les opticiens peut-être? Je crois que c'est les opticiens, non? Ou les coiffeurs? Bon, en tout cas, non, le premier c'est les banques. Il y a des agences partout. C'est que ça coûte cher. Bon, c'est pas grave, c'est vous qui payez. Mais dans ces pays-là, on saute et on va vers la banque électronique. Ça s'appelle M-Pesa. Ce sont tout simplement des transactions qui se font par ces petits téléphones. Donc cette ingéniosité, mais africaine, mais pas seulement, chinoise aussi, voilà, on la retrouve dans des pays comme les Philippines. Alors on n'est pas en Chine, mais je vous ai parlé du monde chinois. Donc qu'est-ce que c'est que ça? C'est quand même bizarre. C'est une bouteille d'eau, non? Ben oui, c'est une bouteille d'eau. Et qu'est-ce qu'on a inventé? Vous êtes scientifique, monsieur le maire. Hein, c'est un système où j'ai pas besoin d'ampoule, j'ai pas besoin d'électricité, j'ai de la lumière dans mes maisons avec quoi? Une bouteille d'eau, tout simplement, et la réfraction du soleil m'éclaire. Essayez, vous verrez, ça marche très bien. Eh oui, il fallait y penser quand même. Ingéniosité africaine, toc, toc, toc. C'est pas ingénieux leur truc, hein. Voilà, hop, on revient. Alors ici, les Brésiliens, c'est les Brésiliens dans le domaine financier, hein, la fameuse Caixa, qui a développé la microfinance. Vous avez entendu parler de la microfinance. Vous croyez qu'il y aurait de la microfinance en France? Il y aurait autant de chômage? Vous avez essayé d'aller travailler dans une banque pour demander, vous dans votre projet, hein, vous allez voir un banquier, puis vous leur dites, voilà, j'ai un projet, hein, vous les jeunes de la villa, là, vous allez voir le Crédit Agricole, personne, le directeur n'est pas là. Bon, on peut le dire. Vous allez au Crédit Agricole demain, vous leur dites, voilà, j'ai un projet, j'ai besoin de 5 000 euros de crédit. Microfinance, c'est ça, c'est entre 1 000 et 5 000. Mais c'est pas possible.
En France, il n'y a pas du tout. Eh bien, la microfinance, c'est un élément qui, en Inde, en Afrique, permet à ces pays de décoller. La possibilité, avec des fonds réduits, de déclencher l'acte d'entreprendre. J'adore la France napoléonienne, mais si on n'a pas d'entrepreneur, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas d'État. On est bien d'accord. Eh bien, l'entreprendre, l'entreprise, c'est le cycle du capital. Il me faut un peu de capital pour lancer mon entreprise. Mais du petit capital, pas des grosses sommes. Ah, en France, vous pouvez trouver 1 milliard, sans problème, je vous trouve immédiatement, là. Enfin bon, si vous l'appelez Dassault, je ne sais quoi. Hein. Mais la microfinance, c'est une vraie révolution. En Chine, ça s'appelle différemment, mais c'est pas grave. Et puis, vous avez le fameux modèle de la Tata Nano, la plus petite voiture, hein, la moins chère du monde. Voilà. C'est ça les normes dans ce nouveau monde qui se développe. Donc, notre problème, c'est pas d'être... voilà, c'est ça le système de paiement par téléphone mobile. Sans la Chine, tous ces modèles ne verraient pas le jour, pour l'essentiel. Sans l'Inde, ils ne verraient pas le jour non plus. Parce que c'est dans ce pays-là qu'on innove le plus, au sens frugal du terme. Et puis, l'Afrique, ça lui permet de décoller. Donc, pour terminer, il me reste 5 minutes, monsieur. C'est exactement ça. Voilà. Je remonte un peu, alors. 5 minutes, c'est... Le monde... Alors, c'est peut-être pas la route de la soie, mais pas loin. Mais là, c'est la route de la soie des économistes qui voient tout au travers des chiffres, donc m'en voulez pas. Ça, c'est quoi? Prenez simplement à droite, parce qu'à gauche, c'est la même chose, mais un peu plus technique. Et ça, c'est le monde dans lequel, entre 1980 et puis 2050, hein, c'est le monde dans lequel nous sommes. C'est la répartition du gâteau mondial. Vous vous rappelez, j'avais présenté le gâteau mondial depuis l'an 1 de notre ère jusqu'à aujourd'hui, et ça, c'est la déformation qu'on observe. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? Là encore, il y a beaucoup de jeunes dans la salle et c'est génial. Mais là, mon tableau remonte à 1980. Pour les jeunes, ça donne l'impression que c'est loin, mais en moyenne pour la salle, hein, c'est pas très loin. Pourquoi c'est pas très loin? 1980 à nos jours, 33 ans. Oui, c'est peut-être beaucoup. Mais pour des gens qui sont ceux de l'industrie, vous le maire, encore plus, est-ce que ça fait beaucoup entre le moment où je prends une décision d'investissement public et le moment où j'ai mis en place l'équipement et la durée de vie de l'équipement? C'est un cycle d'investissement public, non? 30 ans un peu. Et encore, c'est peut-être plus, mais combien de temps c'est un cycle d'investissement public? 30 ans. 30 ans. Ça, c'est un cycle d'investissement public. Donc il ne faut pas se tromper, hein. Quand j'investis en 1980, les dés sont jetés jusqu'en 2010. Mais ça veut dire qu'inversement, quand je lance mes dés en 2010, ça va marcher jusqu'en 2040. Et on est en 2014. Donc vous voyez, ma carte reste dans l'échelle de temps normale des décideurs. Eh bien, ce qui s'est passé entre 1980 et aujourd'hui, vous voyez, la Chine, le poids économique était ridiculement petit. C'est pour ça que quand j'ai proposé comme sujet de thèse, hein, quand même, Samsung. Allez, voilà. La Chine, c'était tout petit. L'Inde, le bleu, regardez l'Inde et la Chine, c'était le même poids économique. On l'a déjà oublié, ça. Parce que la Chine est devenue tellement grosse qu'on ne s'est même pas capable de se rappeler qu'en 1980, quand je vais en Inde et en Chine, c'est la même misère. Pauvreté de masse, en tout cas. Et puis, alors là, les gens, c'est encore pire. Vous voyez, c'est le total de l'Afrique. L'Afrique, le poids économique de l'Afrique comptait autant que la Chine et l'Inde. Bizarre, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un trou en Afrique. Les années 80 sont à partir des années 80, l'Afrique va rentrer pendant 20 ans dans un cycle de violence, de guerre, etc. Largement perpétré par qui? Eh bien, par les puissances coloniales, bien sûr. Faut quand même pas... Vous avez tous lu ou entendu parler de ces bouquins sur la France-Afrique. Hein, je ne vais pas vous dire, moi, un ancien du ministère des Finances, ancien, donc j'ai le droit de le dire maintenant, le nombre de coups d'État qui ont été perpétrés quand même par nos services. Que ça soit défendable, pas défendable, demandez à Mme Areva ce qu'elle en pense. Mais le fait est que c'est bien comme ça que ça s'est produit. Il y a eu une guerre Est-Ouest, en particulier en Afrique. Il ne faut pas dire que les méchants, c'était les Français seulement. Il y avait un conflit. Le conflit a mis l'Afrique à bas.
On n'a mis que des poupettes, hein, comme on dit, des dictateurs. Vous vous rappelez l'affaire de... Ouais, le diamant de Bokassa. Ils étaient gros comment? Ils étaient très gros, hein. Eh bien oui, enfin, quand même. Vous croyez pas qu'il y a une relation entre ce qui s'est passé il y a 20 ans et la situation actuelle? Ben bien sûr qu'il y a une relation. Quand vous détruisez une structuration politique, elle met des décennies. C'est encore plus compliqué que des bâtiments publics, de mettre en place des institutions démocratiques stables. Donc voilà, le monde dans lequel on a vécu pendant 30 ans, c'est le réveil des trois géants. Et le problème, c'est qu'il y en a qui pensent que c'est déjà fini, que la Chine va tomber, et c'est pas crédible. Bien sûr qu'il y aura des accidents, bien sûr qu'il y a des crises financières, mais est-ce que vous croyez que la crise des subprimes, que vous avez donc tous connu, quel que soit votre âge ici, en 2009, a mis à bas l'Amérique? Ben non. Les crises, il n'y a que les Français qui pensent, c'est pour ça qu'ils vont chez les psys tout le temps et qu'ils prennent des anxiolytiques. Ils pensent que la crise, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de la normalité. Ben si, bien sûr. J'aurais peut-être un peu moins de gens seuls, hein, si on intégrait cette dimension de la vie. La crise fait partie des choses normales. C'est pas pour ça que ça disparaît. Donc nous rentrons dans un monde, vous voyez les trois fameux acteurs de la route de la soie, ou des routes de la soie, de Marco Polo, d'Ibn Battuta, on les retrouve au cœur de l'économie mondiale. Ça ne veut pas dire qu'on est tout petit, qu'on n'a rien à faire, mais ça veut dire que si on n'ouvre pas grand les fenêtres, aujourd'hui, et notamment sur le plan culturel, ce que vous faites au Grand Bivouac. On s'intéresse à la montagne, aux zones de montagne, mais on s'intéresse aux cultures que véhiculent ces paysages. Eh bien, nos enfants et nos petits-enfants, c'est terrible ce que vous leur faites. Vous ne les préparez pas à travailler dans le monde tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il sera dans les 20-30 prochaines années. Bien souvent, ça s'explique par un seul phénomène, c'est un phénomène démographique. J'adore la démographie. C'est pour terminer. Vous vous rappelez que... Voilà. Le monde dans lequel nous vivons et vivent nos dirigeants, c'est un monde, pour eux, qui a commencé en... Oh là 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 là. C'est bon? Tac. C'est un monde, regardez la date de naissance de tous les dirigeants, de tous les propriétaires de journaux, de tous les propriétaires de télé. Ils sont nés là. Ils sont nés là. Je ne parle pas de vous, hein, vous êtes nés avant. Quelle est l'espérance de vie de ces gens-là? Ça choque. 100 ans. Ah, c'est pas possible. Ben oui, 100 ans. Il est normal que les gens qui sont nés dans les années 50-60, et pour des raisons de progrès, d'alimentation, puis du fait qu'on travaille moins dur quand même, j'ai pas dit moins longtemps, plus longtemps, moins dur, fait que l'espérance de vie moyenne de ces gens-là est de 100 ans. Donc là, c'est la courbe de nos dirigeants, et puis de nous tous. Enfin, vous les jeunes, vous sortez là, vous êtes nés déjà, et puis vous allez sortir du champ. Je m'intéresse aux vieux qui prennent aujourd'hui les décisions. Ça veut dire que Boileau, il va vivre jusqu'à 2056. Et il faudrait que je sois déjà à la retraite sous prétexte que j'ai 58 ans. Vous comprenez le problème? C'est que ceux qui gèrent aujourd'hui ce pays le gèrent en fonction d'une échelle de temps qui n'a rien à voir avec l'échelle de temps normale et rien à voir avec le monde tel qu'il évolue. Ça, c'est la population du monde. Vous avez vu l'Afrique? La Chine et l'Inde. Et la France, elle est là. Ben oui. Et alors, c'est pas parce que vous êtes petit que vous êtes imbécile. Nos amis suisses en savent quand même quelque chose. Non? Est-ce que la Suisse se plaint? Non. C'est une question de... Si j'ai les yeux en face des trous, si je joue le monde tel qu'il est, ben je vais prendre les bonnes décisions en fonction du monde tel qu'il évolue. Ah, de temps en temps, il y aura des saletés qui viendront se brancher dans votre système bancaire, un chef d'État africain pas très... bah oui, ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas ça le secret fondamentalement de la capacité de la Suisse à rebondir en permanence. Ils ont les yeux grands ouverts. Grands ouverts. Vous ouvrez le journal suisse, non? Il y a encore des pages où on parle d'autre chose que de la culotte de la princesse de je ne sais quoi. Il y a de l'information. Bon. Donc pourquoi c'est important? Parce que si on arrivait enfin, une bonne fois pour toutes dans ce pays,
à se dire que, là, ceux qui sont en 1950 portent la responsabilité de notre monde jusqu'à 2050. Monsieur le maire, vous croyez qu'il y a des maires en France qui pensent que les décisions qu'ils prennent jusqu'à 2050, il y en a très peu. Très peu. Ah, la retraite, 60 ans. Ben après, qu'est-ce qui va payer les retraites? Eh bien, c'est les pauvres jeunes qui sont nés ici et qui, eux, n'ont pas été préparés à un monde qui ne sera plus du tout le même et qui n'auront pas les ressources pour ce monde-là. Donc, il faut absolument qu'on ouvre tous les yeux et qu'on essaye de nous adapter à un monde qui est passionnant, puisque c'est la redécouverte comme ça de ce monde chinois, de ce monde indien, de ces mondes africains, et donc du Moyen-Orient. Vous m'excuserez, mais comme il est au centre de ces mondes, eh ben, il faudra faire avec. Et alors, à ce moment, on s'aperçoit que on revient à ma première slide, on revient à cette idée que oui, l'espèce humaine, ben, c'est une race. C'est une race. Et que l'avenir du monde dépend de notre capacité de travailler ensemble. Et si on pouvait se cultiver là encore, regarder l'ensemble de ces nouveaux arrivants, puisque pour nous c'est des nouveaux arrivants, puisqu'ils ont disparu pendant toute une période de l'histoire, où on devrait avoir probablement un avenir, peut-être pas tout rose, mais un avenir qui est quand même positif pour tous. Ça sera pour tous ou ça ne sera pas pour tous. Voilà. Donc la nouvelle route de la soie, celle du XXIe siècle, à mon avis, elle est au moins aussi passionnante que celle du XIVe siècle. Donc si vous avez lu et apprécié ce que Marco Polo vous a dit du monde du XIVe siècle, vous apprécierez d'écrire, vous, la route de la soie du XXIe siècle. C'est-à-dire votre siècle. Hein, puis dites pas, le XXIe, c'est loin. Là, il est là. Moi, je serai là encore en 2056. Ouais, là. Hein, donc il sera bien entamé le siècle. Oui, je suis d'accord, tout le monde ne sera pas là, madame, en 2056. Mais pensez aux autres. Merci. Merci beaucoup de votre patience. Bien. Bien, on va... Je n'ai pas... Voilà, merci. On va s'asseoir. Bon, je ne sais pas comment vous avez goûté ce moment. Moi, je l'ai goûté avec délice. Alors, je ne sais plus quelle heure il est. Du même coup, je suis assez perturbé. T'as pas Samsung ? Parce que, non, mais c'est surtout que j'ai vu que j'étais au début de la courbe, pile. Alors, il est 10h moins le quart, 10h15, 10h20, ça vous va? Après, je le dis tout de suite pour ne pas l'oublier, Jean-Joseph donc pourra signer les livres de Chine d'Afrique, parce que, bon, c'est pas de la pub, mais on a vraiment envie d'en savoir plus pour ceux qui n'ont pas encore acheté ce livre. On va demander à trois voyageurs de la villa, Marco Polo, de nous rejoindre pour amorcer les questions. On va dire deux mots bien sûr de ce qu'ils font. Alors la villa, on rappelle rapidement, c'est à Albertville, c'est tout nouveau, et c'est des résidents comme la villa Médicis, un petit peu de manière plus modeste, à Rome, c'est ça, et consacrée au voyage. Et on a passé une journée de boulot terrible, et ça va continuer samedi et dimanche. Et Jean-Joseph, notamment, a participé ce matin à nos travaux. On va vite appeler, pour ne pas perdre de temps, Béatrice Roman-Amat, Jonathan Métro, un Suisse, donc voilà, et Marion Longo. Voilà, venez vite nous rejoindre. Tiens, on prend un micro. Alors, ils sont 14, je crois, c'est ça, 14, hein? Vous êtes 11 femmes. Bon, donc là, l'homme est surreprésenté. Alors, bon, très rapidement, deux mots sur vous. Alors, comment on se connaît, je sais plus, c'est Béatrice. Voilà. Donc, Béatrice Roman-Amat, toi, bon, je tutoie Jean-Joseph, donc on va se tutoyer, c'est pas une histoire de vieux schnock. Donc, Béatrice Roman-Amat, toi, tu pars deux mots sur ton projet, parce que
tu es venu, tu es venu avec nous là maintenant parce que toi, justement, tu pars en Inde. Oui, moi je vais partir... Mets bien ton micro. Oui, je vais partir 2 mois en Inde et j'ai un projet de livre pour enfants. Donc je voudrais essayer d'écrire un conte original, mais qui soit inspiré de la mythologie et des récits traditionnels de 4 groupes ethniques indiens. Voilà. Marion, dis-nous... alors toi, tu pars en Tanzanie, donc c'est l'Afrique. Tout à l'heure, j'ai demandé à Bruno, la Tanzanie, c'est bien l'Afrique. Comme quoi, c'est quand même pas terrible, nos connaissances. À pas confondre avec la Tasmanie, ça arrive parfois. Oui, donc moi je vais partir 4 mois en Tanzanie pour faire un documentaire sur les Hadzabe, qui sont un peuple de nomades chasseurs-cueilleurs. Voilà. Pardon, je m'améliorerai. Répétez le nom des nomades. Les Hadzabe. Voilà. Donc les 2 premiers, c'est un document, donc c'est pas un carnet de voyage, mais un bouquin, tu l'as dit, pour enfants. Toi, c'est un documentaire, un film. Hein. Et alors, Jonathan, donc qui est suisse, je le rappelle, mais bienvenue. Il y a un Suisse et un Belge. Un Suisse et une Belge. Dans les 14, comme quoi la ville à Marco Polo. Alors sinon, ils viennent de Bretagne, du sud, de l'Aveyron, de partout. Hein. 2 Savoyards quand même, 2 hommes. Et Jonathan, toi tu pars pour le Nouveau Monde. Oui, voilà, exactement. Je pars pour le Canada, le Québec plus précisément, pour que ça parle français. Je vais faire un documentaire audio et je vais beaucoup m'intéresser sur l'indépendance, surtout sur l'indépendance des grands propriétaires terriens qui sont encore, qui vivent quasiment en autarcie. Et justement, je suis suisse dans un pays qui est vraiment très bien, comme il l'a dit, mais où on est aussi très dépendant de l'État et dépendant des systèmes de distribution. Et je m'intéresse à l'indépendance. Qu'est-ce que ça veut dire pour ces gens-là? Et par extension, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous aussi? Alors, garde le micro, justement, on va commencer par toi. On est là un petit peu pour amorcer les questions. Après, il y aura 2 personnes, hein, de nos bénévoles dans la salle, que je remercie d'ailleurs en passant. Question pour Jean-Joseph Boileau, ou remarque, ou commentaire. Oui, j'en aurais 2. Alors, d'abord, vous avez beaucoup parlé de changement, en fait, de changement complet, d'influence. Et on est dans un monde actuellement où on a très peur de ce changement-là, justement. On se dit, mais si tout d'un coup le monde devient chinois, qu'est-ce qui se passe? Et ma question, ce serait... les gens qui vivaient à ces époques-là, où il y a eu des immenses changements de langue, de religion exactement, comment les vrais gens, finalement les gens comme nous, vivaient ça? On s'imagine qu'il y a eu des batailles et tout ça, des gens qui sont morts, mais comment les gens normaux ont vécu ça? Est-ce que c'était quelque chose de si terrible? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit redouter? Ou est-ce que finalement ça n'a pas vraiment d'importance sur la vie de ces gens-là? Et tu avais 2 questions, c'est ça? Non. Oui, c'est ça, mais peut-être celle-là au début, peut-être. Vas-y, Alors la deuxième, oui, c'est quand vous avez dit la Chine, elle travaille avec l'Afrique. Et là, je suis peut-être moyennement d'accord. Pour moi, c'est plus une conquête économique, je dois dire. Si on regarde par exemple sur l'influence que la Chine a sur le prix du riz, que les Africains n'arrivent pas à plus produire du riz qui est moins cher que celui des Chinois et qui du coup change complètement les dynamiques de région, et où il y a des gens qui perdent énormément d'argent. Travailler avec la Chine ou faire la conquête de l'Afrique, enfin, pour moi, c'est pas vraiment la même chose, quoi. Je me demande si c'est si positif que ça en a l'air, quoi. Alors, question relativement courte, réponse relativement courte, pour qu'ensuite... Oui. Avec plaisir, mon ami suisse. Rien à lui reprocher. Chine-Afrique, ça fait partie, je pense, de ce serpent de mer que les Français se sont mis dans la tête parce qu'ils n'arrivent pas à supporter qu'un concurrent soit arrivé. Je ne dis pas par là qu'il n'y a pas d'aspect négatif, mais quand je vais donc en Afrique, je discute avec les jeunes, avec les dirigeants, etc. Comme toujours, il y a à boire et à manger. Ah oui, ça on n'aime pas, nous. Hein, les choses sont plus équilibrées qu'on ne le pense. Est-ce qu'il y a une balance qui penche dans un sens ou dans l'autre? Oui, le rôle de la Chine en Afrique a été fondamentalement très, très positif. Avec 3 registres très simples. Cette histoire du riz est fausse. Ben, pas de chance. C'est certainement pas le riz chinois qui est exporté vers l'Afrique pour une raison simple, c'est que la Chine n'en produit pas assez. Oui, ça fait partie de ces... Vous ne l'avez pas sorti, vous ne l'avez pas inventé. Vous avez lu un jour dans un torchon un truc comme ça. Mais oui, non, c'est... Torchons, il faut appeler ça des torchons. Heureusement qu'ils sont de moins en moins, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est pas normal qu'il n'y ait pas, je veux dire, une déontologie qui fait qu'à un moment donné, quand quelqu'un raconte quelque chose comme ça, il ne soit pas privé de ses moyens de citoyenneté ou je ne sais quoi. Enfin, parce que ça crée un racisme effrayant. Chaque Chinois, chaque Africain aujourd'hui, grâce
à cette façon dont les Chinois ont une efficacité de fourmis. Ah, ça nous fait peur, ça, les fourmis. Vous savez bien que les fourmis, on en a peur. C'est un animal qui fait peur. Bizarre, mais c'est comme ça. Il faudrait se poser la question de ces fantasmes. Mais comme ils travaillent très bien, c'est vrai que les routes, les ponts, les ports, les aéroports, les bâtiments de l'Union africaine ont été construits en un temps record 10 fois moins cher que lorsque c'était Bouygues. Je peux donner des noms, ça va? Tu n'as pas d'accord de partenariat avec eux? On aimerait bien, mais non. Bon, je ne vais pas aider. C'est la réalité. Alors, en négatif, s'il y a un déséquilibre entre cette façon fourmi de travailler collectivement et puis des États africains qui sont parfois petits, qui n'ont... Là, effectivement, le risque, c'est que l'Afrique rentre dans une relation de type colonial. Mais je peux vous dire, ça, je n'y crois pas, parce que la Chine est en train de vieillir très vite, et deux, il suffit d'aller dans un beauty parlor à Paris pour comprendre que nos amis africains, vous voyez, là, il y a un racisme implicite. Et ce n'est pas les imbéciles du tout. Dans les beauty parloirs parisiens, j'ai pris des photos tellement ce sont les Africains qui se font curer les ongles, etc. C'est les Chinois qui travaillent. Mais c'est intelligent. Où est le problème? C'est très intelligent. En quoi c'est choquant? Ces Africains sont des gens qui ont une capacité de dire non. Vous l'avez vu vis-à-vis du colonialisme quand même, non? Ils se sont complètement laissés faire? Non. Voilà. Et donc je pense que sur la relation Chine-Afrique, c'est nous qui n'avons pas compris qu'un concurrent qui est arrivé a imposé de nouvelles conditions et ça a permis à l'Afrique de vendre ses matières premières 10 fois plus cher. Comprenez pour l'Afrique ce que ça tout d'un coup représente. Alors il y a eu des contre-coups bien sûr. Et puis la deuxième question rapidement. La première, oui. La première, pardon. C'était sur... pourquoi j'ai noté VAC? Pardon, c'est sur le... Oui, si le monde devient chinois. Ah oui. Ah, c'est une très belle question, ça. Quand on lit la façon dont les Romains, parce qu'on a des traces quand même écrites de l'époque où il y a eu ces bouleversements, les gens étaient conscients de ces bouleversements. Et simplement, l'espace-temps était beaucoup plus long. C'est bien ça, non? Donc, aujourd'hui, on a une information directe de la France entière. Donc c'est ça qui crée ces crispations-là. C'est qu'on a en permanence aujourd'hui la vision d'ensemble de ces bouleversements. Et c'est la raison pour laquelle je pense nous sommes dans une situation inédite. Le monde qui est en train de basculer nous fait peur parce que nous ne sommes pas des acteurs de premier plan. On est des acteurs parmi d'autres. Et tant qu'on n'a pas trouvé la clé qui nous permette de nous repositionner en acteurs de ce nouveau monde, eh bien, on va avoir peur, c'est normal. Alors, Marion, et puis après Béatrice, et puis on éclairera, et hop. Donc du coup, j'aurais aussi deux questions, même si je suis pas vraiment sûre de ma deuxième question. Du coup, j'ai été assez surprise par rapport au titre de votre intervention, de voir que c'était vraiment une vision très large que vous donniez par rapport au sujet des routes de la soie, ça devient une vision très large, mondiale, etc. Et du coup, je me suis demandé, est-ce que c'est parce que vous avez fait ces routes de la soie dans tous les sens, que vous en êtes venu à cette vision de la Chine-Afrique que vous expliquez, ou est-ce que c'est votre formation, votre carrière professionnelle en tant qu'économiste qui vous a amené à penser à la Chine-Afrique, et que du coup, les routes de la soie étaient un biais pour en venir à parler de ces sujets-là? Voyageur ou économiste, en fait. Hein, Et après, alors, je ne suis pas vraiment sûre de cette question, parce que je pense que la réponse pourrait être très longue. Ah ben non, et en plus, ça parle économie, et je suis une fourmi en économie, en espérant ne pas vous faire peur avec la fourmi. Par rapport à vous, donc, vous dites les crises c'est normal. Dans le monde, voilà, il y a eu les subprimes, c'est normal, il faut bien des crises. Et ben, je me pose la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que toutes ces crises-là sont nécessaires? Enfin, ça peut être un régulateur à ce système-là, mais il y en a peut-être qui sont de trop. Les subprimes, par exemple, c'est un problème d'information. On aurait averti les gens qu'il y a ce problème-là, les acteurs sont pas bêtes, ils n'auraient pas appris ces subprimes. Donc est-ce que vraiment, enfin, les crises sont normales? Voilà. Alors, double réponse en 2 minutes. Oui, la deuxième question est compliquée pour donner lieu à une réponse longue, mais je reste sur ma position. Oui, les crises sont normales, il faut apprendre à faire avec. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter.
Oui, qu'elles sont légitimes. Elles ne sont pas forcément légitimes. Mais si je prends l'exemple de la crise des subprimes, je sais que ça choque beaucoup en France. Mais vous savez, entre ces présidents, ministres de l'économie qui ont décidé de prendre le taureau par les cornes, c'est bien ça que j'ai entendu il y a 1 an et demi, de mettre fin à la finance horrible, et puis ce qu'ils font, hein, je préfère ma position, moi. J'assume. Il est normal, dans la vie financière, qu'il y ait des crises, car on ne peut pas toujours prévoir l'incertain. Or, la vie économique est basée sur l'incertain. Si on ne veut plus d'incertain, on bouge plus. Bougez plus. Mais dès lors que vous bougez, il y a un déséquilibre qui se crée. Et tous les déséquilibres ne peuvent pas être prévus, contrôlés. Voilà. De la première question sur les routes de la soie, merci. La route de la soie, c'est pas celle de Marco Polo comme je l'ai indiqué, ça c'est la vision française ou européenne. Les routes de la soie, c'était des routes commerciales de l'Antiquité qui ont été à l'origine de la richesse, précisément, de ce monde gigantesque qu'est aujourd'hui la Chine, l'Inde. Et ce que j'ai indiqué, c'est que l'Afrique était sur ces routes de la soie. Et ce que j'ai fait, c'est en tant que voyageur, je me suis toujours intéressé à aller quand même sur place voir un peu les choses, donc c'est vrai que je les ai toutes faites, et qu'on voit bien le reste de ces richesses des routes de la soie. Et simplement, à un moment donné, un économiste a besoin de mettre en cohérence des données en termes de prospective qu'il a pu sortir de ses ordinateurs, de leur donner une forme, et j'ai trouvé que la lisibilité de ce monde des 20-30 prochaines années ressemble quand même étrangement à cette route de la prospérité du 8e, 10e siècle. Alors j'ai appelé ça la route de la soie du 21e. Alors, dernière question sur le plateau, encore qu'on pourra revenir à vous, Béatrice. Alors moi j'avais une question qui rejoint un peu celle de Jonathan, qui portait sur la perception des Chinois en Afrique, et j'avais l'impression qu'il y avait eu quand même pas mal de tensions ces derniers temps. Il me semble qu'il y en a eu au Ghana notamment, autour de la présence des Chinois dans l'industrie minière. Et voilà, donc je me demandais si vous pensiez que c'était une situation viable sur le long terme, ou si il allait falloir, je sais pas, un changement d'attitude ou de type de relation entre la Chine et l'Afrique. Mais vous avez déjà en partie répondu. Et j'avais une deuxième question sur... J'en profite, deux questions. J'avais une deuxième question, évidemment, sur l'Inde, comme c'est mon terrain de prédilection. Vous avez l'air assez optimiste sur la croissance indienne. Et j'ai l'impression quand même qu'elle se fait au prix d'une destruction très rapide de l'environnement, de beaucoup d'érosion des sols. Il y a aussi beaucoup de problèmes d'accaparement des terres, d'exode rural. Voilà, est-ce que vous êtes optimiste malgré tout ça? Alors on va répondre sur l'Inde. Oui. Est-ce que la problématique optimiste-pessimiste est une bonne clé dans la vie? Non. Là encore, c'est peut-être ma déformation indienne, il y a à la fois des raisons d'être optimiste, des raisons d'être pessimiste. La vie ne se partage pas entre « Ah, vous êtes optimiste, oh, allez, je regardais la météo demain, ah, il ne va pas faire très beau. Oui, mais peut-être qu'il fera quand même beau. » Bon. Non, il faut avoir confiance ou pas confiance. La vraie question, elle est là. En France. C'est pas la même chose. Vous comprenez le distinguo? Être optimiste, c'est penser que tout seul, les bonnes nouvelles vont arriver. Ou être pessimiste, c'est penser que tout seul, les mauvaises nouvelles vont arriver. La confiance, c'est l'acte par lequel j'agis sur la réalité, en sachant que, bon, il y a plutôt de bonnes raisons de penser que les nouvelles ne seront pas très bonnes, et bien, j'essaie d'agir dessus. Ce que j'ai appris du monde indien, c'est justement ce mot confiance. Avoir confiance dans sa force. Alors ça veut dire quoi? L'Inde a des défis, etc. Voilà. L'Inde a des défis, bien sûr, gigantesques. Mais ce que j'observe, c'est quand même, depuis 81, où je visite, donc vraiment très régulièrement l'Inde, le fait d'y avoir une partie de ma famille maintenant fait que je vais y compris dans des villages. Mais il n'y a pas photo. Imaginez l'Inde d'il y a 30 ans et l'Inde d'aujourd'hui. Donc il y a des dégâts du progrès. On le sait, on discutait de la science là. Vous croyez que la France est ce qu'elle est là, ce sont les dégâts gigantesques qu'il y a eu aussi. C'est parce qu'on a
temps en temps cette vision simpliste que le progrès, il est linéaire. Donc voilà, je suis confiant sur la façon, y compris dont les Chinois vont faire face à cette transition politique, qui est le grand sujet du 21e, et je suis plutôt confiant dans la façon dont les Africains vont dire clairement aux Chinois qui outrepassent un certain nombre de barrières à cause de nous. Si les Chinois peuvent le faire, c'est parce que nous avons imposé des relations qui étaient très néocoloniales. D'accord? Donc les Chinois se sont engouffrés là-dedans. Et ce faisant, ils ont pris des positions de pouvoir. Justement, ce que vous dites me conforte. Moi aussi, j'ai vu ces révoltes contre les Chinois. Les Africains ne vont pas se laisser faire. OK? Donc ayez confiance dans la façon dont les Africains vont régler le problème des Chinois. Mais simplement, ça veut dire que nous, il faut qu'on soit du bon côté de la barrière. C'est-à-dire que si on dit aux Chinois d'être transparents dans leurs rapports financiers d'extraction des ressources naturelles, il faut qu'on le soit aussi. Or, hélas, vous le savez mieux que moi, nos mines d'uranium, nos champs pétrolifères, de gaz, je dis les nôtres parce que voilà, j'y peux rien, je suis né dans un pays qui s'appelle la France et des entreprises comme Areva, Total font partie de notre bien commun. Bon, elles ne sont pas plus transparentes que les entreprises chinoises. Comment voulez-vous demander aux Chinois de l'être? Difficile. Bon, ben voilà, Jean-Joseph, moi je suis rassuré parce que finalement, pour animer des débats, il y a déjà beaucoup de jeunes qui, j'attendrai pas peut-être 2056 pour arrêter. Alors, on va allumer, on a 20 petites minutes, 20 bonnes minutes, 20 bonnes minutes c'est l'optimisme, c'est la confiance, 20 petites minutes c'est le pessimisme. Alors, n'hésitez pas, il y a déjà une question là, une première question ici. Encore une fois, merci aux bénévoles. Et puis, j'en profite à toute l'équipe, bien sûr, de Bruno, Jean-Sébastien, Fabrice et toute la bande du Grand Bivouac. Bonsoir. 20 minutes, hein, on se quitte après 20 minutes, donc voilà, rassurez-vous, dans 20 minutes, c'est bon. Je voudrais continuer dans ce qui a déjà été abordé. Vous dites vous avez montré qu'il va y avoir un transfert des richesses de l'Europe et l'Amérique du Nord vers trois grandes forces en fait qui reviennent à ce qu'elles étaient avant, au point de vue population. Bon, la problématique, c'est que ceux qui possèdent ces richesses ne vont pas pouvoir les lâcher aussi facilement. Donc, moralité, s'ils veulent garder le même niveau de ressources et nous, le même niveau d'acquis qu'on a eu, comment ça va se passer? C'est-à-dire que ça va se passer forcément au détriment des gens qui ont atteint un certain niveau sans être très riches. Hein, sachant qu'on a entendu un milliardaire américain dire il y a eu une lutte des classes, c'est moi qui ai gagné, quoi. Voilà. Et je veux dire que on va avoir la Chine, l'Afrique et l'Inde. Je dirais non, on va avoir 1 million d'Indiens, 1 million de Chinois, 1 million d'Africains qui ont les richesses et qui, voilà. Okay. Comment on passe d'un côté à l'autre, quoi. Allons-y. Répondre directement comme ça? Oui, peut-être, oui. C'est une très bonne question parce que le clivage nord-sud, pays développés, pays sous-développés, on voit bien que ça ne tient plus. Il y a en Inde des gens beaucoup plus riches que vous tous, réunis dans cette salle, bien évidemment. Je ne parle pas de Mittal. Ça, c'est l'effet taille aussi qui explique ça, parce qu'en proportion du nombre d'Indiens, c'est tout petit. Et puis en France, il y a des gens très riches. Dans les 500 premières fortunes mondiales, France, là-dessus, elle n'a pas disparu du tableau quand même. Comment se répartit à l'échelle mondiale les richesses? L'approche pays n'est pas très bonne, effectivement, de ce point de vue-là. Je pense que il faut que nous nous vaccinions sur la question des riches et des pauvres. Ça, c'est une des choses que j'ai appris dans mes voyages. Je suis né quand même en France, dans un pays qui déteste les riches. C'est un fait, il faut le dire. Moi, c'est pas ça le problème. C'est est-ce que les richesses ont été acquises par le travail, le génie et ont apporté à la collectivité un bien-être positif. Il faut que là, le logiciel français change complètement. Il y en a ras-le-bol de cette chasse aux riches. Alors, il y a des riches indiens qui ont contribué très positivement à l'essor économique de l'Inde. Il y a des milliardaires chinois qui ont contribué très positivement. Et j'y peux rien. Le talent, ça existe. Le travail, ça existe. Ce qui est condamnable, c'est le rentier. Celui qui naît avec la cuillère, vous voyez? Ça, c'est pas condamnable, mais en soi, c'est pas positif pour le bien-être collectif. Donc, fondamentalement,
les milliardaires chinois, indiens ou africains sont des gens qui ont contribué positivement à l'essor de ces pays. C'est mon vécu. Vous voyez, Lakshmi Mittal, on n'a pas aimé Lakshmi Mittal. Lakshmi Mittal, il est parti, il a de rien. C'est vrai. Et aujourd'hui, c'est dans les 20 premières fortunes mondiales. Et alors, ça vous gêne? Est-ce que ce qu'il a contribué en valeur ajoutée pour la planète, c'est un plus ou un moins? Voilà la seule question qu'il faut. Bill Gates, ça vous gêne, Bill Gates, première fortune mondiale? Oui, mais Mittal, ce qu'il a fait en France. Mais ça, c'est la France, c'est autre chose. Alors. Comme vous dites, en faisant participer les gens. Or, on se rend compte que de moins en moins, On vous entend pas. Hein. Depuis que le mur de Berlin, par exemple, est tombé, on s'aperçoit qu'on a l'Europe, mais on n'a pas agrandi l'Europe. Alors, là. Alors, on va éviter pour. Voilà, on va arrêter le débat en bilatéral, mais vous avez raison, la question des inégalités croissantes, du fait que le 1% des plus riches de la planète est vu multiplié par 8 ses revenus, alors que le 10% les plus pauvres de la planète est vu au contraire. Ça, c'est un problème qui est lié à cette nouvelle carte du monde. On a, du fait de cet essor extraordinaire des pays émergents, des opportunités considérables, de faire des profits considérables. Et quand vous regardez les Lakshmi Mittal, ils ont licencié sans doute en France, mais au plan global, ils ont fait beaucoup d'argent. Donc les grandes richesses, les grands milliardaires, sont des gens qui ont été capables d'intégrer cette idée du nouveau monde. Vous retrouvez les mêmes problèmes qu'au moment de l'essor de l'Amérique, avec les grandes fortunes qui ont contribué à ce que l'Amérique est là aujourd'hui, les Ford, etc. Le nouveau monde est un monde d'opportunités gigantesques. Vous vous rendez compte? Vous vendez une brosse à dents à chaque Africain, vous êtes une boîte chinoise, vous en avez vendu 1 milliard. Eh, même si le profit par unité est tout petit, c'est énorme. L'essentiel du creusement des grandes fortunes, à ma connaissance, est lié à ça. Je sais que c'est choquant, mais c'est ce que j'observe. Alors, le débat pourrait continuer, bien sûr. Hein. Alors, une question là-bas. Est-ce que je peux voir à peu près... donc, il y aura une question au bout là-bas après. Pour aller dans le sens, hein, vous allez sur Internet, vous sortez la liste des 100 milliardaires du monde et vous regardez si c'est tous les héritiers de L'Oréal ou au contraire des gens qui ont créé leur entreprise, et vous serez surpris de voir, ce sont pour l'essentiel des gens qui sont partis de pas grand-chose, qui ont monté leur entreprise. Ça change la dimension des inégalités, à mon sens, parce que la question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce qu'ils ont apporté à la collectivité humaine? Parce que c'est plus la France, là. Mittal l'a licencié en France, bon, d'accord, c'est dommage. Mais la question, c'est sa contribution globale. C'est ça qui me paraît important. Bonsoir. Déjà, cette conférence a été une belle surprise pour moi parce que hier, j'étais avec un ami turc d'une 50aine d'années, très éclairé et originaire d'Antalya. Et on a eu une discussion sur la Turquie, puisque vous l'avez évoqué un petit peu. On y est remonté jusqu'à Gengis Khan. Simplement, on s'est rendu compte qu'à chaque élection qui approche, hein, que ce soit en France ou en Turquie, que ce soit nationale ou européenne, le serpent de mer de cette adhésion à la Turquie revient toujours à chaque fois. Et mon ami m'a affirmé qu'en Turquie, la population, il y passe la moitié de l'année, hein, il est en France le reste de l'année, que les Turcs se désintéressent complètement du fait que leur pays adhère à l'Europe, par contre, de rester de très bons amis de l'Europe. Alors, sachant que ce pays a toujours été, depuis ses routes de la soie, une charnière entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie, et que vous avez émis un avis justement sur cette éventuelle adhésion européenne de la Turquie, pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, parce que je suis allé en Istanbul très récemment sur ce thème-là. Vous avez tout à fait raison. La Turquie regarde maintenant vers le sud et en particulier vers l'Afrique. C'est impressionnant comment, en l'espace d'une vingtaine d'années, pendant qu'on était là à tous discuter, est-ce qu'on laisse les Turcs rentrer ou pas? Les hommes d'affaires sont partis au sud. Ils ont 50 usines textiles en Éthiopie. Une zone économique spéciale. Il n'y a pas que des Chinois qui bossent. Nos amis turcs bossent énormément. D'ailleurs, ils n'auraient pas conquis autant s'ils n'avaient pas bossé énormément. Ils sont en Éthiopie pour H&M. C'est eux qui vont fabriquer du H&M Made in Ethiopia. Là, en fait, il aurait fallu marquer Buy Turk. Eh oui. Donc, ils regardent vers le sud maintenant.
Pourquoi? Parce que le monde entier voit une Europe qui décline, une Europe qui tombe, une Europe qui n'a plus de cohérence entre ses valeurs et sa richesse économique. Et donc il se pose la question, et puis sur le plan scientifique, regardez dans les grands Nobel maintenant, c'est impressionnant le tournant qu'il y a eu. Donc le tournant turc là, vers le sud est révélateur de ce qu'ils ont les yeux en face des trous et qui voient que c'est bien l'axe qui est décisif. Maintenant, moi ça me fait peur. Parce que ça veut dire que l'Europe est en train de se couper de force dynamique. Je ne sais pas si vous êtes allé en Turquie, mais quand vous allez en Turquie, c'est vous respirez quand même. Hein, ça bouge, les gens dansent, le soir à minuit dans la rue, c'est pas complètement désert. Hein. Bon. Il y a un pays jeune qui manifeste. Ah, c'est terrible qui manifeste. Ben, c'est bien, non? On n'a jamais été plus heureux en France quand même que dans les années 68, où je me trompe. Ça bouge, ça discute. Bon. Donc la Turquie fait ça. Donc ça m'inquiète parce que si l'Europe est en train de s'isoler, ça veut dire qu'elle n'est plus branchée sur le monde. Et ça, c'est inquiétant. Maintenant, est-ce qu'il fallait qu'il rentre dans l'Union européenne ou pas? Pour moi, la réponse est claire. Non. Non. La question était pourquoi? À ce moment-là, le problème a été mis sur la table. Ben, on sait très bien pourquoi. C'est les États-Unis qui pensaient que c'était une des bonnes façons de faire éclater l'Europe, qui était un prétendant. Hein. 30 ans en arrière, c'est comme ça que ça se présentait. L'Europe était un prétendant à la couronne, capable de rivaliser avec les États-Unis. Les États-Unis peuvent être tranquilles, l'Europe s'enfonce, et je ne vois pas ce qui va la relever, je ne vous cache pas. Alors, question au fond, là-bas, voilà. On va prendre encore 2 ou 3 questions. Merci. L'histoire nous montre qu'il y a eu des empires qui se sont construits et qui sont ensuite déconstruits. Vous avez énoncé quelques pistes pour nous indiquer ce qui fait les facteurs de construction, la population, notamment la force démographique, les ruptures technologiques qui apportent un progrès militaire ou industriel. Mais est-ce que vous avez identifié d'autres facteurs? Est-ce qu'il y en a un, ou la stabilité politique? Est-ce qu'il y en a un qui pour vous est dominant et qui pourrait nous laisser une piste? Parce qu'aujourd'hui l'Europe est effectivement sur le déclin, elle a connu son apogée, bon, il y a les États-Unis aussi, le monde est en train de changer, on a bien compris, hein. Mais la question est justement, avant l'Europe n'avait pas une puissance démographique, ou ni les États-Unis, et qui a construit sa force. C'est bien parce qu'il y a une rupture, enfin il me semble, hein, technologique, qui a fait que l'Europe et les États-Unis ont pris le leadership. Mais est-ce que c'est uniquement par la science que ça va passer? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Vous voulez poser une question, il a le droit? Oui, bien sûr, si elle est complémentaire. Alors je réponds à celle-là, d'accord. Non, c'est trop compliqué, je ne voudrais pas vous engager dans des pistes simplistes, mais je suis très influencé par ce qui explique le déclin et l'essor des nations par des phénomènes purement endogènes, de l'intérieur. C'est pas la puissance chinoise ou la puissance indienne qui bousculerait l'Europe et qui expliquerait pourquoi elle est en déclin. C'est le jeu des groupes d'intérêt qui conduit, au moment où un pays décolle, toutes les cartes ont été rebattues sur la carte. Puis au fur et à mesure, les gens s'installent. Ils installent leur réseau, leur lobby, leur façon de travailler, etc. C'est pour ça que j'ai parlé des gens qui sont nés dans les années 50. Ils ne veulent plus lâcher le pouvoir, ces gens-là. Ils ne veulent pas travailler avec une autre façon dans la tête de travailler. Ils ne veulent pas voir que dans les écoles françaises aujourd'hui, 60% de la jeunesse est issue de l'immigration. Et donc ils ne veulent pas changer les programmes scolaires pour l'adapter à cela. Ils ne veulent pas changer la carte des langues pour faire qu'on apprenne plus de chinois, de langues indiphones, etc. en France. C'est anormal de ne pas apprendre le hindi aujourd'hui? C'est gênant? Non. Voilà. C'est, en termes très savants, un sociologue qui s'appelle Olson qui a développé cette théorie du déclin. Ça repose uniquement sur des phénomènes bureaucratiques, on va dire, de lobby, de groupes d'intérêt. Et j'y crois parce que quand je vois comment nos banques, BNP, Société Générale, sont capables d'avoir cette puissance aujourd'hui pour empêcher toute réforme du système financier français, chapeau. Ah, ils sont dans la place. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'Europe ne suit pas cette voie. Ne parlons pas du déclin de l'Europe. Je n'ai pas le sentiment en Allemagne que je suis dans une zone en déclin. Je n'ai pas le sentiment en Suède d'être dans une zone en déclin. Je n'ai pas le sentiment en Finlande d'être dans une zone en déclin.
Et j'ai pas non plus, en Grande-Bretagne, le sentiment, non déplaise aux Franchouses qui détestent les Britanniques, qui lui rendent bien d'ailleurs, d'être dans une zone en déclin. La Grande-Bretagne est devenue, vous avez peut-être allé de temps en temps dans ce pays-là, la misère du monde y est arrivée. La misère du monde, Pakistanais, Bangladeshis, des Afghans, oui, mais les génies du monde y sont aussi. C'est le pays qui a redressé la tête dans l'industrie automobile. Bizarre, non? Ils produisent plus de voitures qu'en France. On vous l'a dit, ça, dans les médias? Non. Vous voyez, c'est ça qui est gênant. Ce pays s'est ouvert. Peut-être qu'on n'aime pas ça, peut-être qu'on n'aime pas son modèle. C'est autre chose. Et on mange du curry partout maintenant. Hein. Il s'est ouvert. L'Allemagne a joué la carte du nouveau monde. Vous allez en Chine, je peux vous dire que c'est impressionnant de voir comment tous les grands groupes allemands, mais aussi les PME allemands, ont relevé le défi de la Chine. Ils font 10 fois plus de chiffre d'affaires que la France. Ils ne sont pas en déclin. Quand il y a eu la chute du mur de Berlin, les Polonais, les Roumains, les Turcs qui étaient déjà là, etc., sont allés en Allemagne, non? Et donc ils ont pu contrebalancer une démographie vieillissante par l'arrivée de ces populations. Ça, c'est pas simple. Ça crée parfois il y a des nazis, les néo-nazis qui réagissent. Il n'y a pas que Le Pen et autres ici en France, et puis ailleurs, ça serait tout propre. Partout en Europe, il y a ce problème-là. Mais il y a des pays qui y arrivent mieux que d'autres. Je pense que le modèle français, il n'est pas dépassé, mais il doit trouver une réponse à ce nouveau monde. Et ça, il ne l'a pas trouvé. Voilà. Est-ce qu'on peut en trouver une? Oui, je pense. Mais dépêchons-nous, parce que ça coûte cher. Tout temps qui est perdu se traduit par des crispations. Jean-Joseph, juste, j'ai une question courte. Oui. Non, mais je pense qu'elle se balade dans nos têtes à t'écouter. Est-ce qu'il y aurait, et en regardant la télé encore plus, est-ce qu'il y a une malédiction de la génération française des quinquagénaires, des sexagénaires aujourd'hui? Je dis pas ça avec humour. Qu'est-ce qui ferait que les générations qui sont nées dans les années 50 en France, il y aurait finalement une forme de malédiction sur eux? Non, c'est simplement que la hiérarchie qu'ils ont mise en place, hein, c'est un problème hiérarchique. C'est la hiérarchie qu'ils ont mise en place. Hein? Alors, c'est intéressant. Oui, pourquoi? Parce que le système français est un système, vous avez tous entendu parler du Fordisme, du travail à la chaîne. Ça, c'est les Américains qui ont inventé ça. Les Français, ils ont inventé un système extraordinaire qui s'appelle le fayolisme. Qu'est-ce qui sait ce que c'est que le fayolisme? Pas fayotisme, le fayolisme. Non, mais c'est très sérieux, Fayol. Vous voyez à quel point les Français, vous avez été mal éduqués. C'est-à-dire que le fayolisme, c'est l'organisation bureaucratique du travail. C'est une organisation pyramidale, extrêmement hiérarchisée. Chef, sous-chef. Vous savez, en France, on dit N-1, N-2, N-3, N-4. Une hiérarchie considérable. Incapacité de travailler en râteau, ce qu'on appelle, en équipe. Et ben, c'est ça qui tue. Ce qui a été la force de la France d'après-guerre, qui lui a permis de redresser la tête très vite. C'est parce qu'il y avait justement des chefs, des sous-chefs. Ça marchait, ça fait les droits. Le problème, c'est que ce qui est bon à un moment donné ne l'est pas nécessairement. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est des tentatives de réforme, parce que j'ai quand même essayé, dans l'éducation nationale. Ce que je dis maintenant tout le temps, n'essayez pas de réformer l'éducation nationale, c'est pas la peine. Ou bien, au ministère des Finances, c'est impossible. Vous ne réformerez pas ces énormes bastions qui sont le reflet d'une structuration qui, dans les années 50, a vu... Donc, tu vois, c'est pas les quinquagénaires, c'est les structures qu'on a mis en place en France dans ces années-là, qui donnent un pouvoir exorbitant et qui créent une hiérarchie qui fait que les gens n'ont pas envie de bosser en France. On dit les Français sont paresseux, il y a un État-providence. Je retourne la proposition. Les Français n'ont pas envie de travailler parce qu'ils se font chier au travail. Si jamais vous changiez le système, qu'on y trouvait un intérêt, mais les Français sont des gens normaux, c'est des animaux économiques. Ils répondent à des bonnes ou des mauvaises incitations. Ben, les incitations, pour l'instant, sont mauvaises. Semble-t-il, en tout cas. Tous les sondages, etc., qui sont faits dans le rapport au travail montrent qu'on n'a pas plaisir à travailler. Donc la première des choses, c'est dès que je peux à 55 ans, je me tire. Et résultat, se crée une dette, effectivement, qui est inquiétante. C'est pas grave, c'est vous les jeunes qui allez payer ça. Alors on va prendre 2 questions encore. Une et celle de Jonathan. Mais on aurait peut-être dû... D'abord, on va écouter celle-là. Priorité à la salle. Oui, merci. Enfin, la salle à monsieur. Et puis, on terminera par la tienne. Alors, on a un peu l'impression en fait que l'Afrique, c'est un gâteau qu'on a découpé pour la colonisation,
qu'on redécoupe aujourd'hui entre l'Europe, la Chine, l'Inde, et surtout entre les entreprises, parce que bon, on me dit la France, mais encore une fois, c'est les Areva, c'est pas l'État français, même s'il y a des grands liens entre les deux. Et pour la Chine, c'est pareil, c'est le conglomérat pétrolier de la Chine, c'est pas le gouvernement chinois, même si, encore une fois, il y a des liens entre le gouvernement et les FTN. Et donc, on dirait que la Chine est un gâteau à se partager, et qu'à chaque fois, ce ne sont pas les Africains qui se le partagent, ce sont les étrangers. Okay. Et la semaine dernière, la une de Courrier International, qui contrôle la Chine, étrangement, qui contrôle l'Afrique, pardon. Étrangement, ce ne sont pas les Africains. Et j'aimerais savoir si, selon vous, ce problème de contrôle de gâteau, est-ce que ça viendrait, c'est une idée un peu occidentale, mais de l'absence des États-nations dans un continent découpé au cordeau en parts de gâteau. N'importe comment, oui. Et du coup, les États africains n'ont que peu de légitimité en général face aux défis de leur pays. Ok, merci. Tu veux que je réponde là-dessus? Allez, et puis encore la petite question, la grande question. J'adore Courrier International. Mais depuis qu'il a été repris par Le Monde, c'est quand même une torchon. Quel est l'intérêt de faire un grand titre là-dessus? C'est bien ce que votre réaction. Vous dites, le signal, le message qui m'est donné, c'est que l'Afrique est pillée. Mais enfin quand même, soyons sérieux. Est-ce que vous croyez que le Nigeria est pillé? Est-ce que vous croyez que l'Éthiopie est pillée? Est-ce que vous croyez que l'Afrique du Sud est pillée? C'est-à-dire, je viens de citer les 3 grands du continent africain. C'est pas parce que le Mali, et encore il n'est pas pillé lui, il peut y avoir des zones, des endroits où il y a ces problèmes de pillage. Je pense au Gabon. Mais fondamentalement, le continent africain n'est pas pillé, c'est prendre les Africains pour des imbéciles. Vous voyez ce que je veux dire? Cette image-là, mais allez en Afrique et puis on verra. Hein, vous voyez, oubliez ces meilleurs. Vous allez me dire, oui, monsieur Boileau, enfin je ne peux pas aller partout, il faut bien que j'ai confiance dans. Ben oui, c'est là le problème. Vous avez confiance dans une élite qui aujourd'hui donne des messages totalement décalés par rapport au monde. Donc voilà, il y a des zones bien sûr en Afrique où il peut y avoir. Alors puis la dernière chose, c'est sur les multinationales françaises ou chinoises, si elles sont totalement dépendantes de leur État. Là-dessus, vous pouvez faire confiance à quelqu'un, un ancien du Trésor, pour vous dire que Areva, tout le CAC 40 obéit en totalité au doigt et à l'œil à l'État français. Allez, une dernière petite question. La discussion va pouvoir se poursuivre si Jean-Joseph n'est pas totalement anéanti au moment de la signature des livres. Une dernière question. Ouais, alors là, ma question qui me concernerait et concernerait aussi les jeunes d'ici, on trouve entre 25 et 30 ans, on vivra jusqu'en 2080. Vous dites que la France c'est la catastrophe. C'est bien, j'ai bien appris. Hein. Alors moi je viens de Suisse donc j'ai de la chance, mais pour les Français, c'est 2090. Qu'est-ce qu'on fait? On se casse? C'est ça la réponse? Parce que visiblement il y a un système où en effet on n'arrive pas à s'en sortir. Comme vous dites, les élites, on n'a juste aucune chance. On est des gamins, on n'a rien entre nos mains. Qu'est-ce qu'on fait? On se barre en Chine, en Inde et on fait notre business là-bas. C'est ça la solution? Bonne question. Pourquoi vous me posez la question? Que font les jeunes Suisses? Les jeunes Suisses se cassent? Ben ouais, l'essentiel. Non, on fait beaucoup de business en Suisse. Attendez, il faut arrêter. Voilà, excusez-moi, mais je vois que je vais quand même de temps en temps en Suisse. Il faut bien que je vérifie mes comptes là-bas. Et je vois pas du tout les jeunes se comporter de la même façon. Je regarde les chiffres du chômage des jeunes. Attendez, en France, 1 jeune sur 2 est au chômage. Vous enlevez les stages et tout ça, vous les mettez dans les chômeurs, parce qu'il faut quand même arrêter de nous dire que des stages, c'est pas du chômage. 1 jeune sur 2, vous croyez que c'est acceptable, ça? Bon, oui, cassez-vous. Mais oui, pourquoi? Mais moi, j'ai une fille qui est allée en Chine, l'autre en Inde, et je vois ce qu'elles ont appris, ce qu'elles ont pu faire. Je me dis que quand le système est bloqué, eh ben, tirez-vous. Il faudra bien qu'à un moment donné, ils commencent à réfléchir quand même, les quinquagénaires, qui va payer leur retraite, justement, etc. Et puis surtout, parce que c'est tellement agréable de voyager. Donc c'est pas un tirez-vous négatif. Oui. C'est un tirez-vous, allez voir le monde. Bon Dieu, à la limite, vous remercierez à ces imbéciles de quinquas qui vous ont bloqué ici en France, parce
parce que vous avez, grâce à eux, pu découvrir le monde. Et surtout, vous vous apercevez d'ailleurs aujourd'hui, qu'il n'y a rien de plus facile de nos jours. Donc je déteste la société capitaliste et tout ça, moi aussi. Mais enfin, quel plaisir quand même. Je peux voyager dans le monde, partout aujourd'hui, avec des montants très réduits, n'est-ce pas? Des gens, ben oui, déjà, vous vous rendez pas compte de ce que ça veut dire. Avec 300-400 euros par mois, quelqu'un disait dans votre groupe qu'il pouvait vivre. Mais c'est vrai. En Chine, ça devient un peu dur. Bon, mais quand même. Donc vous êtes à un moment idéal, parce que vous venez d'un pays riche, un peu en déclin. Vous allez dans des pays émergents qui sont à des niveaux de parité de taux de change. Vous voyez, en Inde, bon, très bas. Chambre d'hôtel, là où elle va aller à Chennai, bon, 20 francs. Excusez-moi, je compte encore en francs. Pas les francs suisses, moi, francs français. J'ai toujours eu du mal avec l'euro, là. Parce que je trouvais qu'il y a un peu l'arnaque du siècle, quand même, hein, cette histoire d'euro. Donc, profitez-en. Et à ce moment-là, vous retrouvez un plaisir de vivre. Et comme c'est ça qui manque, hein, je crois, c'est un plaisir de vivre qui manque ici dans ce pays, eh bien, vous allez retrouver ce plaisir de la création, de vie. Allez aux États-Unis, allez au Canada. Regardez le nombre d'Indiens, d'Africains qui sont aujourd'hui au Canada. Regardez le nombre de jeunes d'origine étrangère en France qui vont maintenant aux États-Unis. Au point que l'ambassade américaine a créé son propre circuit de recrutement de l'élite des banlieues françaises. Parce que, eh oui, on fabrique des élites fantastiques, nous. Mais elles n'ont pas de boulot. Donc, voyagez. Hein, ne le prenez pas donc en négatif. C'est pas que vous n'êtes pas expulsé. Vous n'êtes pas comme pendant la Révolution française. C'est pas la première fois que vous savez que la France expulse ses jeunes. Lorsque, vous savez, vous rappelez, pendant la Révolution française, on a eu des immigrés, on appelait ça. Hein, des forces vives importantes ont quitté le territoire. Bah, finalement, ils ont fait un bon parcours, ces gens-là. Ils sont allés au Brésil, aux États-Unis, etc. Ils ont souvent constitué des fortunes. Ils ont découvert une autre partie de la vie. Donc, contre mauvaise fortune, c'est comme on dit? Bon cœur. Bon cœur. Voilà. Jean-Joseph, je ne veux pas terminer sur une note positive, mais on peut dire, partez et revenez, redonnez du sang neuf, peut-être. Lui, il s'inquiète vraiment pour sa retraite. Partez, on verra bien s'ils reviennent, non? Ouais, quand je pars, quand j'étais jeune en tout cas, un billet à pas de retour. Micro ? C'est la seule façon de s'en sortir. Il faut partir sans esprit de retour. Pourquoi ? Parce que sinon, vous le savez bien, vous ne découvrez pas de la même façon l'autre. C'est comme dans les rapports de couple. Si vous partez dans un rapport de couple en ayant le billet de retour, vous voyez ce que je veux dire, hein ? Franchement, vous croyez que vous allez aller au bout ? Non, c'est parce que vous partez avec cette idée one way, un aller simple. Ah bon, de temps en temps, il y aura peut-être un retour, mais bon. Donc partez avec cette idée, je vais découvrir l'autre. Je ne sais pas où ça va s'arrêter. Dans le monde anglo-saxon, là encore, c'est un truc que j'ai admiré. Cette faculté qu'ont les jeunes après le bac, en général, de prendre 1 ou 2 années sabbatiques. C'est extraordinaire, ça. Ils reviennent, ils ont mûri. Ils savent mieux ce qu'ils veulent faire. Hein. Nous, on a cette compétition des diplômes. Ouais, rassure-toi, les jeunes Français le font de plus en plus, ce que tu dis. Bien sûr, bien sûr. Hein, cette accumulation de diplômes ne sert à rien. Alors, j'ai une... Bon, merci vraiment. Merci. Oui, on m'avait posé la question tout à l'heure, quelle est la définition du bonheur et tout ça. Oui, c'est important le bonheur, puisque c'est le but de la vie. Et donc j'ai une phrase de Gandhi, là encore, que j'aime beaucoup, c'est lorsque ce que je dis et ce que je fais sont en harmonie. Voilà, essayez de vivre ça, vous verrez, c'est génial. Merci à toi. Alors, merci beaucoup. Donc 3 petites informations. D'abord, vous l'avez vu, 3e rendez-vous de l'Université populaire, 11 avril, c'est déjà prévu avec Olivier Weber. Deuxième chose, et Jean-Joseph, tu n'en as pas fini, puisque à la sortie, vous pouvez donc acheter et faire signer le livre Chine d'Afrique, c'est bien ça, Bruno? Et 3e bonne nouvelle, comme la dernière fois, il y a du vin chaud à la sortie, donc faites-lui fête. Merci vraiment de tout cœur.